On a le plaisir d'accueillir Christian Legrain, qui est secrétaire général du Centre d'études nucléaires de Mol, qui est un gros centre de recherche. Il y a plus de 700 personnes qui y travaillent. Ils y étudient la problématique nucléaire sous ses aspects énergétiques, mais pas seulement. Donc, M. Legrain pourra en parler évidemment bien mieux que moi. Donc, je vous souhaite de passer une belle soirée. Merci de votre patience. Et M. Legrain, bienvenue à nouveau à Mons, puisque c'est la deuxième fois, je pense, que vous venez. Merci. Alors, merci d'être là. Merci de venir écouter quelqu'un qui n'est ni un spécialiste total, ni quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Je suis probablement entre les deux. Et la dernière fois que je suis venu, j'étais face, avec ou contre un certain Philippe Henry, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et c'était il y a 7-8 ans, dans un auditoire un peu plus petit. Et on m'avait demandé de parler du nucléaire, ce que j'ai fait. Mais évidemment, entre-temps, lui, il a grandi, il est devenu ministre. Moi, je suis resté toujours à la même place. Donc, c'est évidemment peut-être avec une volonté de faire une carrière politique qui sait que je suis ici devant vous aujourd'hui. Alors, ma prétention, elle est simple, elle est surtout de vous faire partager ma passion. Mais malheureusement, je ne pourrai parler ni de la recherche, puisque ce n'est pas le thème, ni de la 4e génération, ni de ce qui a fait dans ma vie que j'étais mettre mes pieds dans un certain nombre de pays, parce que je trouvais que c'est bien de donner des conférences, mais c'est comme si vous faisiez exploration du monde en achetant une vidéo. Il y a un certain moment, il faut sentir la poussière, la chaleur, la misère, les difficultés. Beaucoup de choses dont j'aime parler, et pour les quelques-uns qui me connaissent et qui sont donc des infidèles, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas habituellement à Mons, ils reconnaîtront là ma caractéristique, qui est peut-être une certaine ténacité dans un certain nombre d'idées auxquelles je crois encore. 3 thèmes aujourd'hui, l'énergie en général, parce que moi, parler du nucléaire tout seul, ça m'énerve, sauf quand je suis à Mol, où je suis bien heureux au-dessus de mon réacteur. Chacun sait, même si c'est contesté, que les faibles doses maintiennent la santé. Ça semble être le cas. Une deuxième chose dont je parlerai, c'est le fonctionnement des réacteurs et les réacteurs qui existent. Alors, il y a dans la salle des spécialistes de combustible, etc. Donc, si vous avez des questions sur le modèle de Monte-Carlo qu'ils utilisaient, sur les différents types de combustibles qui existent dans le monde, etc., je leur laisserai la parole, je leur donnerai le micro, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait du calcul neutronique, mais je tenterai quand même de vous donner les bases. Et la 3e partie sera Fukushima. Pourquoi? Parce que Fukushima, tout le monde en parle, tout le monde l'a vu à la TV. Moi, je dois avouer qu'en plus, ces Japonais, ils ont fait leur accident juste au moment où j'étais pas à Mol, donc j'étais, oserais-je vous l'avouer, dans les Vosges, occupé à faire un sport que je pratique de temps en temps, qui nécessite un certain froid, et il ne fallait pas que la centrale ait des problèmes à ce moment-là. Alors, on va faire un petit tour rapide. Mon objectif n'est évidemment pas de vous endormir, donc j'essaierai de vous réveiller de temps en temps. Et bien sûr, s'il y a des questions brûlantes au moment où je parle, où je suis tout à fait incompréhensible, alors faites-le savoir. Et sinon, on va laisser un temps, évidemment, pour les questions. Donc la première chose, et au risque d'en choquer certains, il faut qu'on se mette tous d'accord sur l'énergie. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a différents types d'énergie. Habituellement, on les classe en non renouvelables et renouvelables. C'est une classification comme une autre. Et je de parler de tous les éléments. Il est clair que vous... Ça va? Ou il est clair que vous comprenez? En tant que scientifique, je ne crois pas aux malédictions, mais là, je me demande s'il n'y a pas un problème ce soir. Tu as un autre micro? On travaille avec celui-ci? Voilà, il arrive. Si pas... Ok, il paraît que ça n'arrive jamais. Je vous assure pourtant que je ne suis pas un sorcier. Donc, il y a des éléments dans la politique énergétique et dans la géopolitique que je n'aurai pas le temps d'aborder, mais que je tenterai quand même de parcourir relativement rapidement. Il y a bien sûr les ressources, il y a la pénurie, il y a le prix, il y a l'environnement et il y a l'indépendance énergétique. Et ce sont des choses évidemment qui personnellement me préoccupent, non pas pour moi parce que moi je vivrai encore confortablement comme la plupart d'entre vous, avec soit les pieds calés au feu de bois quand l'énergie sera devenue encore un peu plus chère, mais c'est surtout à mes enfants, petits-enfants et aux générations futures, peut-être que c'est pour eux que je suis là ce soir. Et enfin, les besoins en énergie, j'essaierai de montrer qu'au-delà des 11 millions de personnes qui vivent en Belgique de manière assez riche, sauf quelques-uns d'entre nous,
mais que la problématique énergétique est un peu plus vaste que ce qu'on peut lire dans les journaux ou que la politique politicienne, en m'excusant auprès de ceux qui seraient dans la chose politique, pour lequel je dois avoir le plus profond respect. Énergie primaire, c'est ce qui correspond à toutes nos manières de produire de l'énergie. Donc les sources sont le pétrole, le gaz, le bois, l'uranium, l'hydroélectrique, la bouse de vache en Inde, et le bois même dans notre feu de cheminée, qu'on appellera biomasse pour faire très intelligent lorsqu'on parlera des pays en voie de développement ou qui ne se développent plus du tout et qui n'ont que ça pour vivre. Alors on utilise ça principalement dans l'industrie pour se transporter, pour l'électricité de manière globale, mais aussi pour le chauffage. Alors quelques valeurs, sans vouloir donner un cours de physique bien sûr, mais rappelons-nous que les différentes manières de produire une certaine énergie dont je vais avoir besoin, elles n'ont évidemment pas la même valeur calorifique, et donc entre 1 kg de bois qui va produire 1 kWh, 1 kg de charbon qui produira 3 fois plus, 1 kg de pétrole en moyenne 4 fois plus, et 1 kg d'uranium 50 000 kWh, c'est l'avantage du nucléaire par rapport au reste, nous le verrons. Une autre manière de voir les choses, c'est pour 400 grammes, c'est-à-dire une aiguille combustible. En fait, on voit le petit bonhomme ici à droite avec son aiguille combustible, dont on parlera tout à l'heure. Eh bien, ça vaut à peu près 30 000 mètres cubes de gaz, ça vaut 25 000 litres de mazout en moyenne et 35 000 kilos de charbon. Alors, on fait souvent des confusions, évidemment, quand on parle d'énergie renouvelable, etc. Et lundi, j'étais encore à la faculté de Namur, j'avais la chance d'être avec des gens d'Inter-Environnement. Et ce que je reproche souvent, c'est qu'on mélange absolument tous les concepts. Donc il est clair que l'énergie primaire produite ou consommée et l'électricité, ce sont des choses qui sont intimement liées, mais c'est évidemment pas la même chose, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc si vous voulez faire de l'électricité avec du bois, ça peut se faire bien sûr, mais ce n'est pas vraiment la manière la plus efficace de le faire. Si vous voulez faire voler un avion avec du charbon, mais avec Ryanair, ce sera bientôt le cas, probablement qu'ils l'inventeront, mais ça veut dire que chacun prendra sa pelle pour être sûr que l'avion va décoller et atterrir. Donc par rapport à l'ensemble de l'énergie qu'on va voir dans le monde, 1/3 c'est de l'électricité. Et ça va augmenter. Donc tous ceux qui me disent que ça va diminuer, je leur dis non, vous êtes fous, ça va augmenter de manière importante, surtout si on veut aller vers plus de confort, que ce soit dans les maisons, mais aussi dans le transport. Si on veut que le transport demain soit plus orienté vers le transport public, je pense qu'il faut aller évidemment vers l'électricité. Alors quand je suis face à des infidèles totaux, ce que vous n'êtes pas, un jour je me suis posé la question, mais finalement, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau qui fait qu'il y a des choses qui sont sympathiques ou non dans les aspects énergétiques, comme si l'énergie en soi pouvait être sympathique ou non. Et donc quand on pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le gaz, en général les gens croient que j'ai bu un verre de vin en trop pour le souper, ce n'est pas le cas, j'ai bu un coca dans ma voiture. Si je demande est-ce que vous êtes pour ou contre le pétrole, ça paraît aussi incongru. Si vous êtes pour ou contre le charbon, ça paraît tout à fait incongru. Et pourtant, quand on demande si vous êtes pour ou contre l'énergie nucléaire, là c'est une vraie question. Tout d'un coup, ça devient une question. Alors je ne sais pas très bien quelle est la différence, mais donc on a tous là dans nos neurones quelque chose qui ne fonctionne pas. Et enfin, si je demande est-ce que vous êtes pour ou contre les énergies renouvelables, s'il y en a un qui est contre dans la salle, qu'il se lève. Ce sera probablement l'unique. Donc on se rend compte que la problématique énergétique est aussi teintée d'un tas de problèmes philosophiques, psychologiques, moraux, de défense de l'environnement, etc. Alors comment on va classer les énergies? Il y a tout ce qui est non renouvelable, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, l'uranium. Ça veut dire qu'on n'en a qu'une certaine quantité sur Terre et qu'à partir du moment où on consomme, eh bien, on va épuiser ces ressources. Les ressources naturelles ne se renouvelant pas aussi vite que le reste. Alors les énergies renouvelables, on dira un mot, et je sais que je suis très caricatural, mais ce n'est pas non plus l'objet unique de la discussion ce soir. Il y a l'hydraulique, le solaire, l'éolien, la biomasse, le géothermique et le marémoteur. Alors ce qu'on connaît le mieux sont les énergies fossiles, on utilise ça tous les jours. C'est évidemment extrêmement intéressant parce que, notamment le pétrole ou le gaz, je peux monter l'Everest avec ça sur le dos, ce qui me permettra de me faire du thé lorsqu'il fait vraiment très froid. Je peux mettre ça dans une locomotive, bref, je peux mettre ça un peu dans n'importe quoi. Et c'est ça qui est merveilleux avec le pétrole, avec le gaz. Et donc, une de mes premières conclusions, mais lorsqu'en 1997, j'osais dire ça devant un parterre d'électriciens, j'ai été jeté dehors et on ne m'a même pas payé une LEF à la sortie, ce que j'espère sera le cas aujourd'hui, j'ai dit, est-ce qu'il n'est pas ridicule de brûler des énergies de ce type-là dans des installations fixes, notamment dans des centrales?
Parce que finalement, c'est un machin qu'on devrait réserver au transport, aux voitures, aux avions, aux vélomoteurs, etc. Mais bon, les temps ont un peu changé, et maintenant j'ai des gens qui sourient quand je dis ça, donc je me dis probablement qu'il était bon d'avoir raison un peu trop tôt. Facilité d'utilisation, facilité de transport, la taille des installations des variables, je vous ai dit le camping-gaz que je porte sur le dos, ou bien une très très grosse installation permettant de faire mouvoir un bateau par exemple. Les ressources sont très concentrées, et c'est extrêmement bon marché. Même si aujourd'hui, vous comme moi, enfin surtout vous, pas moi, vous rouspétez sur le prix du mazout et de l'essence, si vous enlevez les taxes, ça ne représente pas grand-chose, et vous verrez que le produit final qui arrive chez vous coûte moins cher qu'une bouteille d'eau minérale, alors que c'est une énergie limitée. Donc on peut se demander pourquoi cette énergie est toujours aussi bon marché, et elle ne nous incite pas évidemment à faire beaucoup d'économies. Oserais-je vous dire que ça s'extrait surtout dans les pays instables, et je vous montrerai une dia là-dessus. Les prix sont fluctuants. Ben oui, monsieur, tous les jours au matin, on ne sait pas très bien ce qui va être à la pompe. La pollution atmosphérique, je crois que c'est clair, et les ressources limitées, je crois que tout le monde acceptera qu'on aura brûlé, depuis la révolution industrielle, pratiquement 150 ans, ce que la nature a mis quelques centaines de millions d'années à fabriquer. Alors ça, c'est une carte que vous n'avez jamais vue, on n'enseigne pas la géographie de cette manière-là, mais c'est une carte qui est extrêmement intéressante parce qu'elle remet les montres un peu à l'heure, c'est-à-dire qu'elle indique finalement en taille là où se trouve le pétrole. Évidemment, vous voyez que là, on ne reconnaît pas la Belgique, ni évidemment Mons, on ne parvient pas à le situer, on se rend compte que l'Europe, finalement, c'est vraiment un confetti, alors qu'il est un des plus gros consommateurs au monde. Et donc, c'est évidemment là que se pose le problème, et je reviens d'un séminaire où j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec les gens de tous ces pays, et je peux vous dire que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'ils nous regardent un peu de haut aujourd'hui et nous sommes extrêmement dépendants d'eux. Ceci était un petit détail. Je vous invite donc à revoir votre géographie du pétrole. Une autre chose qui fait très peur, et il y a quelques jours, croyez-vous, ce n'est pas moi qui ai fait la télé-réalité, mais on a parlé beaucoup du détroit d'Ormuz, qui est là, les Iraniens qui sont passés avec leur bateau en disant attention, nous sommes costauds, là faites attention. Le détroit d'Ormuz est le pire endroit que je connaisse au monde, je n'y ai jamais mis les pieds, mais il y a des gens qui doivent y rester pour protéger notre approvisionnement. Parce que 40% du pétrole passe par là de manière habituelle pour venir nous ravitailler, et donc si quelqu'un a la malencontreuse idée d'aller boucher ça et d'aller faire un peu trop de guerre, eh bien ça risque de poser problème. Donc évidemment, les Américains qui sont dans le coin notamment, je ne vais pas citer tous ceux qui y sont, mais ce sont des milliers de personnes sur bateau pour protéger les pétroliers et les méthaniers. Une autre manière de voir les choses, j'ai revu mes cours d'histoire avec un prof extrêmement intéressant de l'ULB qui s'appelle Riflet. Il a une manière extraordinaire, enfin il m'a appris l'histoire en quelques heures, alors qu'il y a un tas d'autres qui ont essayé, mais probablement que j'étais trop con pour comprendre, à me faire des liens entre l'histoire. Et lui, il m'a montré un jour comment c'était facile de voir que les guerres tribales, notamment, elles étaient liées exclusivement soit à l'eau, soit au pétrole et au gaz. Et donc je vous invite aussi à revoir votre carte de géographie en essayant de mettre les points sur les endroits les plus chauds où on se bat, et vous constaterez que par hasard ce sont des endroits soit où on exploite du pétrole, du gaz, soit des endroits par lesquels cela passe, et je ne citerai pas les pays dans lesquels, Kazakhstan et autres, des choses se passent tous les jours. C'était pour les énergies fossiles, et j'aime bien cette dia-là parce qu'elle date de 1999. Or, j'ai l'impression qu'il y a quelques mois, on s'est retrouvé un peu dans la même situation, c'est-à-dire que Poutine, à un certain moment, a coupé le robinet, ce qui a posé quelques soucis. Là, c'était en 1999 parce que l'Ukraine n'avait pas payé à temps sa facture de pétrole, et donc ils ont fait quelques petits trous pour que le gaz, ils puissent l'extraire, ce qui a fait 200 morts le premier jour où cette chose s'est passée en Ukraine pour tenter de récupérer le gaz au nez et à la barbe des Russes. Depuis lors, je vous passerai les détails sur tout ce qu'on construit, Nabucco, le Transsud, il y a 3 chemins pour amener le gaz de la Russie. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais je vous invite à lire les journaux de manière un peu différente et de tenter de comprendre ces phénomènes géopolitiques. Et enfin, ceci a l'avantage de dater du 20 février. Je vous parlais de l'Iran. L'Iran a voulu faire peur. Bon, l'Iran, c'est pas grand-chose parce que ce n'est que 3% du pétrole au monde, mais quand même. Et donc l'Iran a décidé de cesser de vendre son pétrole brut à des compagnies françaises et britanniques. Mais Sarkozy, qui d'ailleurs est un peu plus loin qu'ici aujourd'hui, on aurait pu faire la conférence peut-être ensemble, mais pas sur le même sujet, ne s'inquiète pas trop, semble-t-il.
Alors, c'était les énergies fossiles, ça veut dire pétrole, gaz et charbon. Je ne vais pas entrer dans les détails où on le trouve, mais c'est quand même relativement, en ce qui concerne le pétrole et le gaz, c'est relativement centralisé. L'énergie nucléaire, vous avez une photo ici d'une centrale qui devrait vous être bien connue, bien qu'on ne passe pas en avion tout à fait au-dessus, puisqu'on ne peut pas. Celle-là, vous la connaissez aussi, c'est évidemment la photo de Tihange. Alors le nucléaire, c'est un peu l'amour ou la haine, on ne sait pas pourquoi, c'est un objet de passion. C'est pourtant pas un sujet en soi, je trouve, c'est une technologie parmi d'autres. Et le vrai sujet dont il faut parler, c'est bien sûr l'énergie. Et j'imagine qu'il y aura l'une ou l'autre question sur les aspects de l'énergie en Belgique. Et donc je tente, moi, dans toutes les conférences, de dire, écoutez, arrêtez de me parler du nucléaire comme c'était une espèce de religion. Ce n'est pas une religion. Je vous dis tout de suite que le lobby nucléaire en Belgique n'existe pas non plus, et je suis malheureusement bien payé pour le savoir, mais c'est plus sympathique et plus facile à dire de parler du lobby nucléaire. Comme ça donne l'impression que c'est une espèce de Deus ex machina extrêmement puissant. Et last but not least, et je n'ai toujours pas la réponse, sauf le 19 mars quand je vais rencontrer mon ancien ami et ministre Olivier Deleuze, je n'ai jamais compris pourquoi les organisations écologistes systématiquement incluent dans leurs documents la lutte anti-nucléaire. C'est une espèce de lutte contre le diable. Bon, qu'il puisse y avoir quelques raisons, je peux comprendre, mais il y a quand même des aspects environnementaux, me semble-t-il, où l'énergie nucléaire, en tout cas, on pourrait y réfléchir. Quels sont les avantages et les inconvénients? Je vous ai parlé du nombre de kilos, du nombre de grammes d'uranium par comparaison au gaz, par exemple, et au pétrole. Donc, grande efficacité. Ça prend très peu de place, ça veut dire que c'est bien pour les pays, notamment industrialisés et où le taux de population, où la quantité de personnes par kilomètre carré est très importante comme la Belgique. Ça prend peu de place globalement par rapport à l'énergie produite. Les ressources sont relativement importantes, on pourrait en discuter bien sûr, est-ce qu'on parle en dizaines ou en centaines d'années suivant les technologies. Il n'y a pas de pollution atmosphérique, il n'y a pas d'effet de serre. Le désavantage, c'est la taille. On parle bien sûr de petits réacteurs, les PBMR, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, mais les réacteurs actuels, ce sont des monstres et on les fait de plus en plus gros. J'ai eu la chance de mettre mes pieds sur le premier réacteur japonais de 1600 MW. Je dois vous avouer que même quand on a l'habitude d'être au-dessus d'un réacteur, 1600 MW, c'est une espèce de puissance qui fait un peu peur. Mais tous les réacteurs, ou les quelques-uns qu'on développe en Europe, c'est-à-dire 2 qu'on construit, plus tous ceux en Chine et dans d'autres pays, un peu plus à l'est, par là, si vous voyez où je veux dire, ce sont en général au-dessus de 1000 MW, donc au-dessus de la puissance de nos réacteurs actuels en Belgique. Il y a une mauvaise perception du public, bien sûr, et une dernière enquête vient encore de montrer que les peurs restent les mêmes, c'est-à-dire les déchets, la radioactivité. Oui, monsieur, ça fait peur, surtout parce que ça ne se voit pas. Les sources d'énergie renouvelables, très rapidement, il y a celles dont on peut rêver évidemment plus tard, qui existent en partie, fuel cell, hydrogène, fusion, bien que l'hydrogène ne soit pas une source, et j'en dirai un mot si vous voulez. Mais l'hydraulique, on le connaît bien. Malheureusement, en Belgique, on ne peut pas produire grand-chose. Oui, il y a la centrale de Caux, d'accord, quand il y a un match standard Anderlecht, parce qu'alors il y a une pointe, et donc on va laisser descendre l'eau, et ça va nous permettre de jouer un peu avec les pointes. Mais soyons sérieux, ça ne représente vraiment que peanuts en Belgique, même avec l'ensemble des centrales au fil de l'eau sur la Meuse. Par contre, pour des pays comme la Suède, la Suisse ou la France, c'est extrêmement important. La Suède, c'est 50% de son électricité qui est produite à partir d'hydraulique. La Suisse, c'est de l'ordre de 30 à 40% suivant les périodes, et la France, c'est environ 16 à 20%. Donc c'est extrêmement important. Mais pour nous, malheureusement, pour notre petit royaume, il n'y a pas beaucoup de solutions au niveau hydraulique. Ne pollue pas l'atmosphère, c'est une source naturelle et abondante. Une production en principe régulière, je ne vais pas entrer dans les détails parce que la Suède a acheté encore durant cet hiver pas mal d'électricité au Danemark, aux centrales à charbon. Les localisations sont limitées, l'usure rapide des infrastructures peut être un problème et l'impact sur l'environnement est plus important que ce que le disent les gens des Côtes-du-Rhône. Si on parle par exemple du barrage en Chine, il faut quand même savoir qu'on a déplacé 1,5 million, 500 000 personnes, plus quelques-unes après, lorsqu'il y a eu certains soucis. L'énergie solaire, j'ai fait un petit dessin qui est humoristique, c'est pas du tout pour rire de l'énergie solaire, mais en fait, les calculs physiques montrent que l'énergie solaire serait suffisante pour alimenter la Terre en électricité, en tout ce qu'on veut. Le problème, c'est de capter cette énergie, évidemment. Ça ne pollue pas l'atmosphère, c'est une source naturelle et gratuite, jusqu'au moment où les politiciens, peut-être, mettront une taxe sur les rayons solaires, je ne sais pas. La localisation géographique est un problème, donc dès à présent, vous avez devant vous quelqu'un qui affirme qu'il ne faut pas mettre de photovoltaïque en Belgique. Mais bon,
Je sais que certains d'entre vous en ont mis, moi j'ai hésité longtemps, mais après je me suis dit que c'était mon voisin qui payait, donc c'était peut-être pas très sympathique, mais je suis très ferme là-dessus et je peux expliquer pourquoi, mais surtout aussi pour le bilan CO2 quand on achète tous ces panneaux en Chine. Le rendement est faible, le coût de transformation est élevé, j'ai travaillé pendant quelques années dans le solaire comme économiste, et la surface occupée est relativement grande. Je sais qu'il y a des projets, notamment au Sahara, et l'Algérie est occupée à développer un projet immense pour qu'en 2035, 15% de l'électricité d'Europe vienne de là. J'ai quand même un peu de problème à croire que tout ça va se passer si facilement, mais si on y arrive, c'est merveilleux. Il faudra juste tirer quelques câbles, mais là, on a les meilleures câbleries du monde, donc peut-être que ça pourrait être un cas intéressant pour nous. L'énergie éolienne, oserais-je dire aux fidèles d'ici que quand il n'y a pas de vent ou quand le vent est trop fort ou trop faible, ça ne donne pas d'électricité. Donc dans toutes les discussions avec mes grands amis en face de la table, ils croient que je suis un anti-éolienne, mais non, je vais même en construire les plus hautes de Belgique à Mol. Les 7 plus hautes de Belgique vont être construites l'année prochaine, 200 mètres de haut, ce qui fait 270 mètres avec les pales. Donc je peux vous dire que je sais ce que c'est une éolienne. 4 ans et demi de négociations sur des terrains où il n'y a personne, sauf des oiseaux, mais on a fait toutes les études pour savoir si les chauves-souris, les oiseaux, tout le monde résisterait à ces grandes pales. Le seul intérêt aussi, c'est que pour le terrorisme, c'est juste devant nos réacteurs à 300 mètres, et donc pour qu'un avion passe là, il risque de se faire hacher avant. Donc j'ai expliqué aux Américains, pour nous approvisionner en uranium, que c'était peut-être intéressant de mettre des éoliennes. J'espère que vous acceptez mon humour, même pour les choses un peu difficiles. Ce n'est pas une énergie de base, et ça c'est très difficile à faire comprendre. Je viens d'entendre des inepties lundi avec Inter-Environnement. Si vous êtes affilié, coupez tout de suite votre affiliation. Ils m'ont dit, oui, mais ce qui ne va pas, notamment avec le nucléaire, c'est que vous ne parvenez pas à vous adapter aux fluctuations de l'éolien et du solaire. Alors évidemment, c'est un peu le monde à l'envers, parce que dans l'électricité, vous devez avoir une quantité de base pour l'industrie, pour vous qui mangez, qui buvez, qui avez besoin de chauffage, qui avez besoin de rasoir, etc. Et donc, il faut une énergie de base, et puis il faut essayer, avec le reste, de pallier au pic et au cap, puisque malheureusement, l'électricité, ça ne se conserve pas aussi facilement. Mais donc, dans le grand public, je peux vous dire que les choses qui paraissent aussi simples que dire quand il n'y a pas de vent, machin, ça ne tourne pas, ça ne produit rien, il y a des gens qui tout d'un coup s'en rendent compte, quoi. Donc c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça, même pour des bases, je dirais, pour des conceptions de base. Alors la géothermie, je vais vous avouer mon incompétence totale, parce que pas très loin de mon institut de recherche, il y a quelqu'un qui me soutient que dans 25 ans, il n'y aura plus de problème d'électricité, que la géothermie va tout arranger. J'ai un peu de soucis, mais probablement que je vieillis mal et que mon cerveau se déglingue, mais je vois quand même assez difficilement comment on pourra passer en 25 ans à de la géothermie avec des températures suffisamment hautes, ça veut dire qu'il faut descendre quand même très très bas pour pouvoir faire tourner une turbine. Je n'ai pas dit que ce n'était pas intéressant pour du chauffage et des choses pareilles, bien sûr, je n'ai pas assez de temps pour m'attarder sur chaque chose. La biomasse, j'ai osé dire en 1997, donc je suis fier, c'est pas très joli, mais je suis fier parce que j'avais trouvé ça sur Internet et je trouvais que c'était pas mal. La biomasse, le problème, c'est que dans un certain nombre de pays, je ne vais citer que le Brésil, ça veut dire que ou bien vous faites de la nourriture, ou bien vous faites du fuel, ou ce qui permettra de faire du fuel. En principe, le bilan est zéro au niveau CO2, puisque ce que vous allez émettre en polluant, vous allez le récupérer par la plante. Bon, donc on peut dire le bilan CO2 est bon. C'est une source dite naturelle et gratuite lorsqu'il s'agit de bois qui pousse tout seul. Quand ça devient industriel, c'est un peu autre chose. C'est très bon marché, mais je reste persuadé que ce sera limité en quantité et peut-être qu'il faut réserver cela pour les pays qui n'ont pas d'autres possibilités et de s'acheter du pétrole cher notamment. Voilà un rapide tour des énergies fossiles, des énergies renouvelables. Maintenant, tout ça c'est bien, mais est-ce que je consomme beaucoup d'énergie? C'est quand même la question de base. Alors, ce graphique est intéressant, il y en a beaucoup d'autres qui sont intéressants, mais je ne présente que celui-là, qui est assez simple à comprendre. Il vaut mieux ne pas être zambien, parce que là, je meurs à 38 ans, donc être noir et vivre en Zambie, c'est pas tellement intéressant. Il vaut mieux se trouver dans cette zone-là, parce que là, on vit vieux, monsieur, et c'est extrêmement intéressant. Par contre, ce qui est ridicule, c'est que pour le même confort de vie, ou à peu près, à partir de 3 tonnes d'équivalent pétrole, finalement, pourquoi dépenser 7,5 tonnes, ou 8 tonnes, ou 9 tonnes d'équivalent pétrole? Tonne équivalent pétrole, ça veut dire, comme le nom l'indique, une tonne.
Une tonne, donc 1000 litres, si vous voulez, à peu près de pétrole. Donc chacun de nous consommons une certaine quantité. En Belgique, on est à un peu plus que 3, mais si vous êtes au Canada, avec un pick-up, une voiture à côté, vous prenez l'avion souvent, évidemment, vous êtes à une consommation beaucoup plus élevée par tête d'habitant. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire à l'avenir? Nous, on doit réduire évidemment notre consommation pour en laisser un peu pour les autres, parce que ceux-là, ils ont envie de consommer un peu plus. Une autre manière de voir les choses, c'est par les couleurs. Donc, plus c'est noir, plus ça consomme, plus c'est clair, moins ça consomme. Vous disposerez bien sûr de toutes ces dias si vous le désirez. Autre chose intéressante, ne regardez pas ces graphiques-là, je ne dis pas que c'est inintéressant, mais ce qui est important, c'est de voir qu'entre 1973 et 2009, on a pratiquement doublé notre consommation. Or, la population mondiale n'a pas doublé. Mais on estime qu'on double à peu près tous les 20 ans notre consommation par tête de pipe, sans tenir compte de l'augmentation de population. Donc à un moment, il va quand même falloir arrêter. Pour situer la Belgique, parce que vous allez me dire, le grain, il déraille, là, il parle de tout du pays du monde, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui se passe ici, à Mons, en Belgique? Eh bien, vous avez ici la consommation moyenne entre 1960 et 2009. Vous voyez que le Bangladesh, c'est très sympa, ils ne nous emmerdent pas beaucoup ceux-là, parce qu'ils ne consomment presque rien. L'Égypte, la Chine, la Chine, ça monte évidemment. L'Espagne, je n'entre pas dans les détails. La France a fait un certain nombre d'efforts, notamment de l'industrie. L'Australie n'est pas le meilleur élève. Quant au Canada, il faudrait peut-être les exterminer en ce qui concerne l'énergie, parce qu'ils n'ont vraiment pas bien changé leurs habitudes, quoique vers la fin, ça commence à aller mieux. Alors la Belgique où on se trouve, eh bien, on a 5,37. Oh, on ne peut pas dire qu'on soit les meilleurs élèves non plus, parce que ça veut dire qu'on se trouve à ce niveau-là entre l'Australie et la France. Mais ce qui m'inquiète plus finalement, c'est lorsque j'entends des discours, pas que je sois contre le renouvelable ou je ne suis contre rien, et vous verrez ma conclusion, elle est très simple, mais c'est quand des gens me disent en 2050, 100% renouvelable. Alors vous n'allez pas me croire, mais vendredi j'étais à une conférence en Wallonie, et ça s'appelait, je ne sais plus comment, et donc j'ai entendu ça. Alors à la mi-temps, je me suis dit, il faut quand même que je dise un petit mot en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai pas eu de réponse, mais je suis quand même inquiet. Parce que si la Wallonie peut être évidemment un leader là-dedans, ce serait merveilleux, mais quand on regarde aujourd'hui ce qu'on consomme dans le monde entier, ça c'est pour tout ce qui est pétrole, 1/3, le gaz, 21%, et le charbon, 27%. Donc, avant d'avoir touché au nucléaire et au reste, en énergie primaire, on a déjà pratiquement 80%. Alors, je suis un rêveur, hein, ceux qui me connaissent savent que je rêve beaucoup, mais j'ai quand même intellectuellement un peu de problème à comprendre qu'en quelques années, tout ça, on va le remplacer par je ne sais pas quoi. Parce que le je ne sais pas quoi, c'est ce qui devrait devenir au-dessus. Qu'on l'aime ou non, est-ce que le nucléaire, alors je vous rappelle que ceci, on est en énergie primaire, c'est pas en électricité, bien sûr. L'hydro, pourtant, avec tous les barrages qu'il y a, monsieur, en France, en Espagne, en Suède, etc., oui, ça ne fait que 2,3%, malgré les grands barrages en Chine. Et puis, qu'est-ce qui nous reste? Le traditionnel. Alors, j'ai appelé traditionnel parce que biomasse, je trouve que ça fait intellectuellement intéressant, mais là-dedans, il y a aussi ce que je dis, pour ceux qui ont été en Inde ou en Chine, la bouse de vache qui est utilisée pour faire le ménage tous les jours et qu'on laisse sécher. Donc, on met là-dedans aussi ce qui est la biomasse, je dirais, naturelle et pas seulement les petits arbres. Et puis, tout au-dessus, vous avez ce qu'on appelle le durable. Donc ça veut dire le vent, le soleil, la géothermie et ce qu'on n'a pas pu classer dans le biomasse au-dessus. Alors ça, c'est mon inquiétude pour les générations futures, parce que ça veut dire qu'il nous faut des révolutions technologiques considérables pour remplacer tout ce paquet-là en se disant que ça va bien s'arrêter un jour, les énergies fossiles. L'autre chose est bien sûr l'évolution de la consommation. On ne va pas entrer dans les détails, mais chacun sait que c'est une exponentielle due à l'augmentation de la population d'une part et au fait que les pays dits en développement, Chine, Inde, etc., ils veulent consommer de plus en plus. Ma conclusion très simple pour la première partie, c'est ne soyons pas des religieux qui excluent quelque chose. Nous avons besoin d'absolument toutes les énergies, aujourd'hui et demain, parce que la population mondiale augmente, parce que les besoins augmentent, et donc tant qu'on n'a pas trouvé le miracle de la technologie, nous aurons besoin de toutes ces technologies. Mais donc ma conclusion est aussi, bien évidemment, même si je m'en fous pour ma carrière, le nucléaire, ne l'abandonnons pas, surtout dans un pays comme la Belgique où ça représente quand même 55% d'électricité. On a parlé d'énergie primaire. Si on parle de l'électricité, je vous rappelle, parce que si vous avez déjà retenu ça, 1/3 de l'énergie primaire, c'est de l'électricité. C'est important. Et l'autre chose, c'est cette carte-là qui nous vient de satellite. C'est un satellite dont les photos sont d'ailleurs réalisées
par la Belgique, juste à côté de chez nous, mais c'est quand même assez effrayant de voir qu'il y a des grandes zones d'ombre. C'est évidemment une succession de photos, vous l'aurez compris, et vous aurez aussi compris que quand il y a beaucoup de blanc, ça veut dire que c'est fortement éclairé, et quand c'est noir, ça veut dire qu'il n'y a rien ou pas grand-chose. Et quand on voit des continents tels que l'Afrique, on voit qu'il y a juste l'Afrique du Sud où il y a de l'électricité, ou à peu près, quelquefois dans des grandes villes, n'entrons pas dans les détails, mais pour le reste, c'est black, black, black. Sauf l'Inde, où Indira Gandhi, en 1978, a dit « Je veux que chaque ménage ait au moins une lampe ». Et on constate que, finalement, l'Inde est un pays qui, malgré sa pauvreté, parvient à tenir le cap, à fournir un minimum d'électricité à tout le monde. Ceci est une carte que je vous laisserai pour réfléchir aussi. C'est sur l'évolution. Il y a 1,6 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui, et les plans de l'AIE, si tout se passe bien, c'est qu'il ce sera toujours à peu près la même quantité. Proportionnellement, en pourcentage, ce sera un peu moins, mais en nombre absolu, c'est 1,4 milliard de personnes. Alors, quel avenir pour 2050? Il faut savoir qu'on sera 10 milliards d'individus, sauf si des guerres atroces arrivaient ou si on nous décimait tous par des guerres bactériologiques. Lorsque vous promènerez en avion avec Ryanair et que vous compterez les gens qui sont en dessous de vous, eh bien, vous compterez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 premières personnes que vous verrez en dessous des ailes de l'avion, ce sont des pays dits en développement ou émergents, pour faire plus intelligent, et une seule personne, ce sont les pays de l'OCDE et des pays dits développés, ou du moins caractérisés comme tels dans notre littérature. Alors, laissons une planète à nos enfants, ça veut dire que je n'ai pas le temps de parler de ce que vous connaissez tous, le climate change, l'environnement, même s'il y a des climato-sceptiques, nous devons tenter de trouver des solutions. Je crois que les solutions, en quelques mots, on peut les résumer en disant mais il faut économiser l'énergie, ça veut dire changer nos comportements. 1 degré en moins dans ma maison, c'est 7% d'économie de chauffage, donc songez-y. Couper vos TV, PC, etc. Ne laissez pas en stand-by parce que tout ça consomme. Il faut développer le transport collectif. Il faut, selon moi, réserver l'énergie facile, ou la fossile, si vous voulez, pour les transports. Il faut développer les renouvelables et le nucléaire au maximum. Et il faut réduire la combustion par tous les moyens. Enfin, il y a au moins un dans la salle qui sera d'accord avec moi. Il faut capturer le CO2, mais on n'a pas encore réussi à un niveau industriel. C'était sur l'énergie. Deuxième chose, les réacteurs. Alors, un réacteur, c'est composé d'un combustible, et le combustible, il y en a différents types, bien sûr, et il y a des spécialistes dans la salle, donc ils doivent m'arrêter si je dis des bêtises. Mais donc, vous avez des grappes comme ceci, donc vous avez des grilles qui vont maintenir des aiguilles combustibles. Pour vous donner une idée, à Doul et à Tihange, ça fait de l'ordre de 4 mètres. Hein. À l'intérieur de ces tubes, il y a donc des pastilles. Alors, c'est pour les réacteurs PWR. PWR, ça veut dire Pressurized Water Reactor, ça veut dire des réacteurs à eau sous pression, et on va voir pourquoi on met sous pression. Alors, très rapidement, je sais que vous avez déjà eu un cours sur l'histoire, et je ne vais pas faire d'histoire, mais juste rappeler simplement quelques dates. Alors, ceci, lorsque vous descendez le long du Rhône, dorénavant, vous regarderez sur la droite, parce que c'est le seul endroit où je trouve que le dessin est superbe. C'est donc un enfant qui est sur la cheminée. Ça se retrouve sur la droite à un endroit entre Tricastin et je ne sais plus quel village. Mais donc, ce sont 4 centrales nucléaires le long du Rhône. Alors, la fission, on vous en a dit un mot. Simplifions les choses. Dans la nature, on a de l'uranium 238 en grande quantité. Mais dans cet uranium naturel, il y a celui qui nous intéresse, nous les gens du nucléaire, il y a le 235. Mais malheureusement, il n'y en a que 0,7% en moyenne. Donc quand on bouge une tonne globalement, eh bien, il faut vraiment chercher avec un microscope ce qu'il y a comme uranium 235. Et l'uranium 235, pourquoi il est intéressant? C'est parce qu'il aime se faire tirer dessus par des neutrons. Et donc quand j'ai un neutron qui va toucher un atome d'uranium, je vais avoir en moyenne 2,48 autres neutrons qui vont sortir de là et qui eux-mêmes vont aller en toucher d'autres. Enfin, ce n'est pas tout à fait aussi simple puisque la réaction nucléaire dans un réacteur, ce sera 1, 1, 1, 1. Donc on va absorber ou perdre ces autres neutrons-là et on aura une réaction qui est toujours 1, 1, 1, 1 qui va me permettre de libérer de l'énergie.
Alors pourquoi on libère de l'énergie? Parce qu'on casse un atome, et en cassant cet atome qui est relativement lourd, il va se casser en des éléments plus légers en général, et donc on va trouver qu'il y a une différence de masse. Einstein, E égale mc carré. Vous vous souvenez? Tous nos gosses ont ça sur le t-shirt, mais ils ne savent pas très bien ce que ça veut dire. Mais donc, la masse qui a disparu, elle s'est transformée en énergie calorifique, en chaleur. Eh bien, un réacteur, il ne fait qu'utiliser cela. Alors pour ça, il utilise un certain nombre de types de combustibles différents. On va en donner quelques exemples. Alors l'histoire de l'homme, c'est toujours commencé par les bêtises, c'est toujours commencé par les bombes ou par tout ce qui est militaire, et le nucléaire malheureusement a démarré comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a toujours aussi une confusion entre le militaire et le civil, surtout quand on parle de pays comme l'Iran. Donc c'est en 1942 qu'Enrico Fermi construit ce qu'on a appelé la première atomic pile à l'université de Chicago. Puis très vite on va construire 3 réacteurs à Hanford, mais on parle encore de quantités d'énergie qui sont extrêmement faibles. Puis les Américains vont tout de suite construire Oak Ridge pour faire la séparation de l'uranium et notamment pour préparer la bombe d'Hiroshima. Bombe d'Hiroshima d'ailleurs pour laquelle nous les Belges on a beaucoup travaillé. Je suppose que vous le savez, puisque nous avions à ce moment-là le Congo belge, Chinkolobwe, donc 80% de l'uranium de la bombe d'Hiroshima vient de Chinkolobwe. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. C'est parce qu'après ça, les Américains ont été d'accord que nous utilisions l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains continuent tout ce qui est militaire. On crée l'Atomic Energy Commission en 1946, et puis les Américains vont se concentrer sur ce qu'on appelle les Fast Breeder Reactors, c'est-à-dire utiliser au maximum l'uranium naturel. Je vous ai dit que ce qui est un peu ennuyeux dans nos technologies ici, c'est qu'on gaspille un peu l'uranium, c'est-à-dire on doit travailler beaucoup cette matière première pour avoir de l'uranium 235 pour permettre la fission, alors qu'on peut le faire aussi avec l'uranium 238, mais dans d'autres conditions. C'est ce qu'on appelle les réacteurs rapides. Je vais en dire un mot. 1951, on produit pour la première fois de l'électricité aux États-Unis, mais 100 kW. Donc c'est vraiment, ça vous paraît ridicule aujourd'hui. Et puis très vite aussi, on va l'utiliser dès 1954 pour les sous-marins. Et c'est le lancement du Nautilus qui va, durant 30 ans, gambader avec son petit réacteur pour le propulser. En 1954, le Congrès américain approuve un programme de 5 prototypes. Ce sont des réacteurs de 60 MW, donc on commence à parler de puissance un peu plus intéressante. Et en 60, aux États-Unis, il y a déjà 200 MW qui sont produits sous la forme, grâce à l'énergie nucléaire. Et du côté russe, on est à peu près au même niveau technologique à ce moment-là, et c'est à Obninsk, là où heureusement je ne dois pas aller la semaine prochaine, où je devais aller, qu'on fait le premier réacteur à graphite, qui est le précurseur du RBMK. Et le RBMK, c'est le type Tchernobyl dont je dirai un mot. Alors, on ne va pas s'amuser à tout reprendre sur la Belgique et la France, mais il faut savoir que nous sommes les pionniers. Nous sommes les premiers, et la Belgique est un des pionniers dans le domaine de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Et la meilleure preuve est que, vous voyez qu'on a construit en 1956 le réacteur BR1, qui est un réacteur de recherche, et puis très rapidement, on va construire aussi le BR3, dont je crois j'ai mis une photo, BR3 qui va être le premier réacteur européen PWR. On a oublié ça, donc avant les Français, les Belges étaient dans l'utilisation de l'énergie pour faire de l'électricité. Je ne vais pas évidemment vous poser la question ni la date, mais avec la sortie, le phase-out du nucléaire, vous savez tous que nous avons 7 réacteurs et que ces 7 réacteurs ont été mis en service à des dates différentes et que certains, d'où l'un, d'où le 2 et Tihange 1, qui sont les plus anciens, on veut les fermer après 40 ans, c'est-à-dire en 2015. Souvent on parle de génération. Alors les générations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a quand même pas des ruptures technologiques, mais il y a des évolutions technologiques importantes. Alors la génération 1, elle est terminée, c'est tout ce qui était les premiers prototypes, donc Shipping Power, Dresden et Magnox, principalement en Angleterre. La deuxième génération, c'est celle dans laquelle on vit, les REP en français, parce que les Français utilisent toujours REP, nous on utilise toujours le terme américain PWR, donc ce sont les réacteurs à eau pressurisée, les REP et les CANDU. CANDU, c'est une technologie utilisée plutôt du côté du Canada, mais qui se vend aussi dans des pays comme l'Inde. Il y a la génération 3, qui est une génération en construction actuellement, et puis il y a le 3+, parce qu'il fallait quand même faire une différence
avec des choses qui étaient un peu révolutionnaires par rapport aux précédents, notamment en termes de sécurité. Et puis à la génération 4, dont j'aurais tellement aimé vous parler, puisque nous y travaillons beaucoup à Mol, mais je ne pourrai pas vous en parler, puisque je dois laisser la place au prochain. Alors, on voit que les générations, en gros, elles durent 10 à 20, 25 ans. La génération 2, elle peut, selon nos calculs, notamment pour la Belgique, aller jusqu'à 60 ans sans aucun problème. Et donc les discussions sur les 20, 40 ans et dire que c'est une vieille technologie, excusez-moi, mais c'est de la foutaise. C'est comme si on disait que le moteur d'une voiture, ben oui, c'est une vieille technologie, on n'a pas encore inventé mieux depuis que la voiture existe, mais on l'utilise toujours. Donc les 4 générations. Alors, sur quoi est basé ou comment on caractérise un réacteur? Donc finalement, c'est assez simple. Il y a 3 éléments. Il y a le type de fuel. Alors je vous ai parlé surtout d'uranium. En général, nous, dans nos centrales, nous utilisons de l'uranium enrichi à 3 ou 4%. Ça veut dire qu'au lieu de 0,7% qu'on trouve dans la nature, on va un peu tirer dessus pour essayer d'en avoir un peu plus. Mais il y a aussi des réacteurs à l'uranium naturel. Il y a alors le modérateur. Le modérateur, je vous ai dit dans la fission qu'on ralentit des neutrons. Eh bien, le modérateur, comme son nom l'indique, on ralentit le neutron. Donc quand il y a la fission, pour qu'elle se passe, si vous voulez, de manière intéressante, on doit ralentir les neutrons pour augmenter la probabilité de collision. Tout ça est basé sur des études de probabilité. C'est très amusant d'ailleurs. C'est ce qui nous permet d'avoir des chercheurs, puisqu'ils sont trop occupés à calculer, puisque ça ne semble pas si simple que ça, d'avoir un réacteur sous contrôle ou de changer le combustible. Dans que je vous ai parlé des fast breeder reactors, donc les réacteurs rapides, ceux-là, on ne ralentit pas les neutrons. Ils ont d'autres caractéristiques. On ne peut malheureusement pas parler de tout aujourd'hui, mais on vous en parlera dans la 4e génération, puisque la 4e génération est notamment basée sur ces neutrons rapides. Gros avantage des neutrons rapides par rapport aux neutrons lents, ils ont aussi des inconvénients, mais le gros avantage, c'est en termes de ressources. En fait, le calcul est relativement simple. Si vous prenez de l'uranium-235, vous n'avez que 0,7% dans la nature, on va enrichir, on va monter à des niveaux de 3 ou 4%, mais 99% du combustible, lorsqu'on le sort de la centrale parce qu'on le considère comme vieux, il y a pratiquement 95 à 97% du combustible qui pourrait être recyclé. Et d'ailleurs, on l'a fait, et on a inventé le MOX belgo-nucléaire. Hourra, hourra, c'était le meilleur. C'était nous qui l'avions inventé en Belgique, on l'oublie aussi. Et aujourd'hui, on ferme belgo-nucléaire. C'est souvent en Belgique comme ça, quand on a une technologie intéressante, on la laisse partir aux autres. Et maintenant, si vous allez en France, vous verrez Melox, et tous les Français croient qu'ils ont inventé le MOX. Le MOX, c'est un recyclage donc, du combustible de centrale. Petite parenthèse, mais pour dire que le combustible, même mal utilisé dans nos centrales, à cause de la technologie, peut être réutilisé par le retraitement. Donc, comment on va modérer les neutrons? On va le faire soit avec du graphite, soit avec de l'eau normale, enfin quand même distillée, ou de l'eau lourde. Et le 3e élément, c'est le type de caloporteur. Comme vous développez une énergie calorifique considérable, il va falloir transporter cela pour faire tourner la turbine, pour faire la vapeur. Donc, on a les petits atomes qui s'éclatent, ils sont tellement contents qu'ils provoquent une chaleur extrêmement importante. En provoquant cette chaleur qu'on va transmettre à l'eau du circuit primaire, on va créer de la vapeur, et avec cette vapeur, on va créer une turbine qui permettra, via l'alternateur, de faire l'électricité. Donc, en fait, un réacteur, c'est quand même relativement simple. Ce qui est moins simple, évidemment, c'est de contrôler tout ça de manière correcte pour ne pas que ça s'emballe. Et donc, il faut savoir aussi que la réaction de fission, elle ne peut se faire que sous certaines conditions. Évidemment, ce n'est pas intéressant d'ailleurs, tout ça, laissez-le aux scientifiques, aux exploitants de centrales, de savoir exactement toutes les conditions pour permettre à un réacteur de tourner correctement. Donc, les caractéristiques du réacteur, ça va, c'est comme si vous aviez suivi un cours de 300 heures sur les réacteurs. Vous savez qu'il y a un fuel, vous savez qu'il y a un modérateur, et vous savez qu'il y a un caloporteur, et qu'avec ça, on fait une centrale. Alors, pour quand même, lorsque vous irez dans un salon de thé parler des différents types de réacteurs, rassurez-vous, moi je ne les connais pas par cœur non plus, eh bien, vous avez la possibilité, ici par ce tableau, de connaître tous les types de réacteurs et de savoir quel est le type de fuel qui est utilisé, quel est le modérateur utilisé, quel est le caloporteur utilisé et où c'est fait. Magnifique synthèse de tous les réacteurs qui existent au monde. Je suppose que dans ceux qui sont là au fond de la salle, il n'y a personne qui trouve des erreurs là-dedans, puisque j'ai compulsé de nombreuses de la littérature et les bouquins des exploitants pour faire ce tableau. Alors, quand on parle notamment, venons sur 2 types de réacteurs, le RBMK,
c'est le réacteur de type Tchernobyl. Alors, ce sont des réacteurs qui sont un peu difficiles à manipuler. Si vous voulez, c'est une espèce de truc qui fait tout à l'envers. En général, quand vous êtes dans une voiture et que vous freinez, la voiture, elle s'arrête. Alors le RBMK, non, c'est un truc où si vous réglez un peu mal, si vous poussez un peu trop vite, alors il s'emballe encore plus, donc il est difficilement contrôlable. Et ce qui s'est passé à Tchernobyl, c'est un véritable accident dû à la bêtise ou à l'inexpérience d'un certain nombre de gens, rien d'autre. Et rien à voir avec Fukushima, dont nous allons parler évidemment. Vous avez aussi ici des dessins, ce sont des schémas relativement simples qui permettent de voir les caractéristiques différentes entre les différents réacteurs. Alors quand on parlera de Fukushima, on parlera du BWR. Grande différence par rapport au nôtre, c'est que ici, vous voyez donc, en fait, je vous ai dit, un réacteur, ce n'est jamais qu'une grosse bouilloire. Mais au lieu de mettre du charbon ou du gaz, je vais mettre ici des éléments qui sont à base d'uranium. Hein, ce sont ces trucs-là qu'on voit. Et puis, au cœur, là-bas, qu'est-ce que je fais? En fait, mes éléments, ils sont dans de l'eau en général. Hein. Je dis en général, prenons nos réacteurs de Duluth-Tihange, ils sont dans l'eau. On a vu que l'eau, c'était intéressant. Pourquoi? Parce que ça ralentit les neutrons. Et la deuxième chose, c'est que l'eau, si elle chauffe à cause des atomes qui s'amusent à s'éclater, qui font la surprise partie là ensemble, eh bien, je vais chauffer cette eau, et cette eau va me permettre, surtout si je mets la pression, comme dans nos réacteurs, hein, on met 150 bars de pression, donc mon eau, elle va bouillir à 300 degrés. Ça, c'est évidemment intéressant comme vapeur, parce que ça va me donner un rendement bien meilleur. Mais dans le BWR, il n'y a qu'un circuit dit primaire, c'est-à-dire que l'eau, elle va aller directement à la turbine. Tandis que dans un réacteur à eau pressurisée comme le nôtre, on a isolé le primaire, c'est-à-dire le circuit d'eau qui entre dans le cœur et qui donc est en contact avec les éléments combustibles, et puis on va le faire toucher, ce sera uniquement un échange calorifique avec le secondaire. Et c'est ce secondaire qui va me permettre de faire de jouer la bouilloire, c'est-à-dire de faire de la vapeur. Alors ici, vous avez un plan qui vous montre quand même que ces installations, plus votre puissance est élevée, plus vous allez avoir évidemment des bâtiments qui sont impressionnants. Donc ces quelques schémas, je vous les laisse pour lecture, mais c'est toujours basé sur les mêmes principes, du combustible, un cœur qui s'échauffe, quelque chose qui doit le refroidir, modérer les neutrons dans le cas des PWR, qui doit refroidir le cœur. Refroidir le cœur permet d'avoir de l'eau à température pour faire, avec un circuit secondaire dans le cas des PWR, de la vapeur. Alors voilà, ça c'est une belle photo, on ne peut plus la prendre maintenant parce que les Américains nous interdisent de survoler notre propre site pour un tas de raisons, mais ça c'est le premier petit réacteur, mais c'était 10 mégawatts. C'est le tout premier qui a fonctionné en Belgique, c'était la technologie dite de Westinghouse, il est complètement démantelé maintenant, on a enlevé le cœur et tout, mais il a fonctionné, produit de l'électricité pendant un certain temps, et donc c'est là que nos pilotes de réacteurs ont pu travailler. Voilà pour résumer ce que je vous ai dit. Donc vous avez le cœur du réacteur dans le cas des PWR, hein, mais les principes restent toujours les mêmes, quel que soit le type de combustible et quel que soit le modérateur ou le caloporteur. Dans ce cas-ci, vous avez donc ici le cœur du réacteur. Vous avez un circuit primaire qui fait tourner l'eau continuellement, donc l'eau chauffe ici, et puis elle va aller toucher, si vous voulez, mais sans que ce soit l'eau qui s'écoule dans l'autre circuit, c'est vraiment uniquement la chaleur qui va être émise par le circuit secondaire. Comme cette eau du primaire va chauffer l'eau du secondaire, elle perd des calories, donc elle va revenir, on va la faire réchauffer, et elle tourne comme ça tout le temps. Et avec l'eau du secondaire, on va faire de la vapeur qui va aller vers une turbine et qui va me permettre, via le générateur, de faire l'électricité. Donc une centrale nucléaire, c'est pas plus compliqué que ça. Tout le reste, c'est je dirais, du béton et un certain nombre d'instruments, bien sûr, pour contrôler le fonctionnement du réacteur. Ici, vous avez à nouveau une image combustible, mais que je trouve un peu plus belle. Ici, vous avez une idée de ce que c'est par rapport, de la taille par rapport à un individu. Donc, en général, on est dans des 3,50 m à 4 mètres pour la taille du combustible. Alors la sûreté, vous dire quand même un mot, en fait les principes sont relativement simples et je n'aurai pas le temps de vous parler des stress tests, mais les stress tests visent à vérifier un certain nombre de composants. Mais donc il y a d'abord la sûreté du design, donc on fait un réacteur avec un certain nombre de caractéristiques et des redondants, c'est-à-dire des trucs qui sont en boucle, au lieu d'avoir un seul instrument qui contrôle, j'en ai un deuxième et un troisième, par exemple.
Il y a des contre-mesures lorsqu'il y a un problème qui est détecté au niveau du réacteur. Et ce qui est le plus important dans un réacteur, c'est ce qu'on appelle le REX, c'est-à-dire le retour sur l'expérience. À chaque fois qu'il y a un petit pépin, on analyse, on étudie, on regarde ce qui s'est passé pour corriger. Et évidemment, après 50 ans de vie de réacteur, en général, on connaît assez bien ce qui se passe. La sûreté des opérations, je vais vous dire, elle est surtout basée sur la culture des gens. Donc même dans notre centre de recherche, on n'est pas exploitant de réacteurs, mais je peux vous dire qu'on passe énormément de temps à rappeler aux gens ce que doit être la culture de sûreté et surtout à respecter toutes les procédures. Donc même quand on entre en zone tous les jours, en zone chaude, eh bien, il y a des procédures à respecter et il y a des gardes-chiourmes qui sont là pour voir si vous respectez les procédures. J'ai quand même voulu dire un mot de PSA, non pas pour avoir l'air intelligent, parce que ce n'est pas moi qui fais les calculs, mais Probability Safety Assessment, c'est parce qu'on va en parler beaucoup au niveau des stress tests en Belgique. En fait, tout le fonctionnement de ces réacteurs et leur résistance à tout ce qui est sismique, à tout ce qui est agression, je dirais, de la nature, c'est basé sur des études de probabilité, et donc vous entendrez parler de probabilité de 5 fois 10 moins 5. Si vous faites un peu de mathématiques, vous saurez simplement que quand maintenant on va vers du 10 moins 7, ça veut dire que c'est un facteur 2, donc 100 fois plus élevé. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans l'ensemble des centrales à partir du moment où, par exemple, Fukushima a eu lieu? Eh bien, il y a un certain nombre de variables pour lesquelles on avait des niveaux de sûreté qu'on estimait suffisantes. Ces niveaux de sûreté vont augmenter et ça se fait principalement par ces études de PSA. Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Donc, en fait, comment on protège l'environnement et l'homme de la radioactivité, puisque radioactivité, il y a dans le réacteur. Vous avez une cuve de réacteur, c'est en général dans un acier déterminé, on ne va pas entrer dans les détails. Dans cette cuve, vous avez le réacteur, donc c'est là que ça chauffe. Et pour piloter ce réacteur, comme je sais que si je laisse les éléments tout seuls, la fission va se faire, même avec le modérateur, j'ai des barres de contrôle. C'est-à-dire que je vais entrer des éléments dans le réacteur, c'est le frein, si vous voulez, du réacteur, qui permet d'absorber les neutrons et qui va arrêter la réaction. Alors on verra à Fukushima ce qui s'est passé. Donc vous avez une première protection qui est la gaine du combustible, puisque les pastilles combustibles sont dans des gaines, et puis vous avez bien sûr l'eau qui est aussi un élément protecteur, vous avez la cuve, vous avez après ça une enceinte qui en général chez nous est double. Donc on crée une différence de pression entre l'endroit où se situe le cœur et l'extérieur, comme ça en cas de problème, on va isoler par la différence de pression la radioactivité à l'intérieur. Voilà les principes de base de la sûreté. Donc on contrôle la réaction par des barres de contrôle. On a l'eau qui évidemment refroidit le réacteur. Et bien sûr, on a le confinement global qui permet d'isoler de la radioactivité. Voilà pour ce qui est des réacteurs. Ça, c'est l'EPR. J'ai voulu le mettre pour ceux qui pourraient être intéressés par plus de détails techniques. En fait, dans l'EPR, l'EPR, on en construit un à Olkiluoto en Finlande et un en France pour l'instant. C'est une nouvelle génération de réacteurs où on met l'accent sur la sûreté. Mais sur le plan de base, c'est la même chose qu'un PWR. Le futur, oubliez tout ça, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire un résumé de ceci. La détermination de la durée de vie d'un réacteur, elle n'est pas déterminée par les comptables, elle est déterminée par les exploitants et par les scientifiques. En ce qui concerne les centrales belges, c'est nous qui avons fait tous les calculs. On le fait par pourquoi et comment, parce qu'on a un réacteur avec un nombre de neutrons beaucoup plus élevé que des réacteurs d'exploitation, et donc ça nous permet de tester et de simuler combien de temps encore peut résister une cuve. Et rassurez-vous, en Belgique, les cuves peuvent aller bien au-delà de 60 ans. Ça, c'est ce dont vous parlera le prochain, la génération 4, mais je vous ai mis ceci pour vous dire que dorénavant, quand vous entendrez parler de Mira, vous rêverez de moi, enfin vous rêverez en bien ou en mal, mais Mira est un prototype que nous cherchons à développer à Mol, qui est un prototype, une première au niveau mondial. C'est la combinaison d'un accélérateur de particules avec un réacteur sous-critique. Georges Van Gouthem, je crois, vous en parlera lorsqu'il parlera de la 4e génération. C'est malheureusement le seul problème, c'est que ça coûte et que c'est un projet d'1 milliard d'euros sur 10 ans. Donc à la sortie, si vous voulez, je ferai la collecte, puisque nous travaillons là-dessus depuis plus de 10 ans, avec une centaine de chercheurs du monde entier, mais nous espérons construire le prototype à Mol. La fusion, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est un réacteur aussi. Alors ne me demandez pas si j'y crois pas. Comme tout le monde, je suis
interloqué par le coût évidemment très important que ça représente. Et ITER en France, qu'on construit à Cadarache, ne sera qu'une étape vers un autre prototype. On est loin encore de la commercialisation. Principe de base de la fusion, au lieu de prendre les éléments les plus lourds du tableau de Mendeleïev, l'uranium, on va prendre des éléments très légers et on va tenter qu'ils se marient. Mais pour se marier, il faut qu'ils soient dans des conditions de température notamment extrêmement élevées. Donc il faut atteindre des températures de l'ordre de 100 millions de degrés. Vous imaginez que ce n'est pas si simple en termes des matériaux qui doivent résister. C'était pour les réacteurs. Et je vous ai promis de parler quand même de Fukushima. Je vais essayer de le faire de manière la plus synthétique possible, parce que Fukushima, on peut en dire beaucoup. Je peux vous dire que nous y sommes allés, que nous y allons encore, et je vais tenter en quelques mots de résumer ce qui s'est passé, à condition que l'ordinateur de Francesco fonctionne. Il ne fonctionne pas. Non. Je dois revenir. Et puis je fais quoi? Donc le Japon, je crois que vous savez où c'est. C'est un pays qui est caractérisé par énormément de secousses. Entre le 11 mars, le jour de Fukushima, et le 11 mai, il y a eu 1458 secousses supérieures à 3,5. Donc c'est un pays, malheureusement, qui est extrêmement, qui est secoué continuellement. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'avait frappé quand j'y avais été, c'est que les enfants des écoles apprennent tous les, comment dirais-je, tous les réflexes à avoir quand il y a une secousse. C'est absolument invraisemblable, des gosses à 4 ans qui vont chercher calmement leur petite lampe, leur eau, leur tartine, et puis qui vont se mettre en dessous des tables. Voilà, c'est Fukushima vu par Google. Donc Fukushima, c'est une puissance quand même assez importante, 6 réacteurs. On ne va pas entrer dans les détails à ce stade-ci de tout ce qui est les responsabilités ou non, mais je vais en tout cas tenter de vous expliquer ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la photo vue du haut, vue de satellite, avant, après. Je suppose que vous voyez la différence. Avant, donc tout est encore en état. Après, on commence à voir les dégâts à différents niveaux. Vous avez suivi ça à la TV et à la radio, mais je me suis permis quand même de tenter de rassembler les photos avant et après. Pourquoi? Parce que finalement, quand on parle de Fukushima, on finira par oublier qu'il y a eu un tremblement de terre et un tsunami assez important. Donc ça, c'est une photo avant, ça, c'est une photo après. Avant, après. Avant, après, avant, après, et ainsi de suite. Avant, après. Avant, c'est l'aéroport qui est le plus proche, et après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un peu à l'est du Japon, une secousse extrêmement sévère et assez inattendue, et on verra que ce n'est pas si courant que ça. Donc, c'est un tremblement de terre de magnitude 9. Pour ceux qui aiment les mathématiques, n'oubliez pas que l'échelle de Richter, c'est une exponentielle. Donc, quand on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est dans une exponentielle, donc c'est très important. Les centrales vont s'arrêter automatiquement, pas seulement d'ailleurs à Fukushima, mais toutes les centrales qui vont être un peu secouées. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes automatiques dans toutes nos centrales qui font qu'à partir du moment où des conditions de stabilité ne sont pas respectées, les barres de contrôle tombent et le réacteur doit s'arrêter. Évidemment, l'imprévisible arrive, donc il n'y a plus d'électricité à cause du tremblement de terre. Or, on a besoin d'électricité, notamment pour l'ensemble des fonctions qui doivent être maintenues même quand un réacteur est à l'arrêt. Les générateurs diesel vont se mettre en marche. Qu'est-ce que les générateurs diesel? Comme vous n'avez plus d'électricité, il faut qu'il y ait quelque chose qui en produise, et on a tous des diesels à côté de nos réacteurs. Malheureusement, 1 heure après, le tsunami arrive. Le tsunami arrive, il n'y a plus de générateurs, il n'y a plus d'électricité, donc il y a de l'eau qui entre, mais cette eau, elle ne reste pas nécessairement aux endroits qu'on veut et comme on le veut. Donc le combustible n'est plus refroidi. Une partie du combustible fond. Et puis les explosions, on voit à la télévision, ce ne sont pas les explosions du réacteur, c'est l'explosion de l'hydrogène. Il y a des phénomènes un peu bizarres qui se passent évidemment dans un réacteur quand il n'y a plus rien qui fonctionne. Et avec le zircaloï, qui est l'acier ou le type, disons, d'éléments métalliques qui entourent le combustible, eh bien, dans certaines conditions, ça va libérer de l'hydrogène. Et vous savez que l'hydrogène, malheureusement, à l'air libre, ça veut se recombiner d'une certaine manière. Et donc, ça fait boum.
Alors ça, c'est quand même une photo au moment où le tsunami arrive. Quand on parle de 14 ou 15 mètres ou de 40 mètres, c'est très difficile à imaginer. Donc on ne vit pas ça chez nous. Quand à la mer du Nord, on trempe ses pieds et que la vague d'un 30 cm, on est déjà un peu apeuré. Quand on parle de 14, 15, 40 mètres, comme ce fut le cas, ce sont des choses qui sont évidemment impressionnantes. Là, vous voyez le réacteur avant et vous voyez, après l'explosion, c'est l'unité 3, donc c'est l'explosion d'hydrogène qu'on a tous vu à la télévision lorsque CNN a diffusé les choses. Alors les questions les plus importantes, c'est bien sûr, parce que bon, les gens finalement trouvent que le Japon c'est très loin, et donc est-ce que les réacteurs sont les mêmes que chez nous? On a déjà de bons éléments de réponse. La centrale s'arrête instantanément, et pourquoi il faut continuer à la refroidir? Est-ce qu'un tremblement de terre de magnitude 9, on pouvait l'anticiper? Et est-ce qu'un tsunami de 14 mètres était anticipé? D'autres questions que vous posez, j'ai tenté de me poser les questions à votre place. Est-ce qu'on nous cache des informations, monsieur? Est-ce qu'on a tout dit en Belgique? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il y a eu des retombées? Est-ce qu'une centrale, ça peut exploser? Combien y a-t-il eu de morts et combien y en aura-t-il? Est-ce que les habitants peuvent retourner chez eux? Est-ce qu'il est vrai que la mer est complètement polluée dans cette région et qu'il vaut mieux ne pas y mettre ses pieds? Est-ce qu'il y a un danger à Tokyo ou en avion et chez nous? Le plutonium dont on a parlé, d'où vient-il? Et finalement, le coût pour le Japon, est-ce que ça va être le démantèlement, l'assainissement, ou bien est-ce qu'ils vont payer cher le manque d'électricité? Et enfin, peut-être une discussion philosophique. Si ça arrivait chez nous, j'aurais les plus grandes craintes dans la manière dont la panique peut être prise, alors que les Japonais ont des caractéristiques que je tenterai de vous décrire, en tout cas dans ceux que je connais. Alors, est-ce que les réacteurs sont les mêmes que chez nous? Mais non, chez nous, ce sont des PWR, donc il y a une double enceinte, et il y a aussi deux circuits, un circuit primaire et secondaire. Je vous ai montré tout à l'heure, et je vais le remontrer, que dans les BWR, qui caractérisent Fukushima, ce ne sont pas les mêmes. Donc, je vous ai dit que dans le PWR, vous avez un circuit primaire en rouge, et puis vous avez un circuit secondaire. Dans le cas du BWR, vous voyez qu'il n'y a qu'un circuit. Ça pose quand même évidemment des problèmes puisque vous avez une protection moindre et que notamment vous avez, si vous voulez, l'eau qui est directement en contact avec les éléments combustibles, qui passe dans la turbine. Donc quand il y a des problèmes au niveau du cœur et que tout ça se met à fondre, ça veut dire que vous avez des éléments radioactifs qui commencent à se balader. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'une centrale, alors qu'elle est arrêtée, il faut continuer à la refroidir? Mais on a vu que dans la fission, en fait toute la fission, c'est l'uranium les différents atomes d'uranium qui vont s'éclater et qui donc vont donner une énergie calorifique importante. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est clair que quand je crée d'autres éléments avec des masses atomiques différentes, je vais créer certains, ce qu'on appelle les sous, ceux qui viennent après dans les générations, lorsque la première radioactivité, le premier neutron a été réalisé. On va créer des noyaux encore plus lourds. Et les noyaux radioactifs, ils ont un des inconvénients, c'est qu'ils libèrent beaucoup d'énergie. Lorsqu'on vous parlera des déchets, il sera important de se souvenir de ça. Parce que ce que les gens ne comprennent pas non plus, c'est que quand on décharge une centrale et qu'on a du combustible, qu'on a si vous voulez, les déchets ultimes, les gens ne comprennent pas qu'on a vraiment le temps de les regarder pendant 30 ou 40 ans, parce qu'ils chauffent pendant 30 ou 40 ans, et qu'on ne veut pas les mettre sous terre à des températures supérieures à 80 degrés. Donc, retenez que non seulement dans le cas de Fukushima, c'est évidemment ennuyeux, puisque les quantités d'énergie libérées sont importantes, ça continue à chauffer, et que ça va créer la fonte du réacteur, mais dans le cas des déchets, ce sera aussi la même chose, puisqu'on a des éléments qui continuent, si vous voulez, à jouer leur petit jeu de collision. Alors ici, c'est peut-être pas très lisible, mais j'ai tenté de voir finalement les tremblements de terre les plus importants de magnitude 8 à 10. 10, on n'a encore jamais vu, mais au-dessus de 9, on en a connu. Et bien sûr, dans la manière dont on va réaliser nos centrales, on va se baser, surtout au Japon, sur des valeurs. Alors, sans entrer dans les unités comme telles, vous voyez que l'accélération, donc le niveau de tremblement de terre qui était prévu à Fukushima Daiichi, c'était 550 Gal, qui est une unité, et vous voyez qu'en général, le design est fait entre 415 et 512. Ceci dit, les bâtiments ont tout à fait résisté, et le problème n'est venu que du fait que le réacteur n'était plus refroidi. Alors on trouve dans l'histoire, en fait, en 1964, en 1899 et en 1788, avec les éléments qu'on avait à cette époque-là, mais on trouve des trucs qui ont créé un tsunami
plus important. On parle ici de 88 mètres, de 60 mètres ou de 70 mètres, mais c'est quand même pas si courant, et c'était en Alaska. Au Japon, ça n'avait jamais été constaté jusque-là. Sur la question, est-ce qu'on nous cache des informations, simplement vous dire que non. Nous étions en contact, nous, perpétuellement avec les Japonais. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier, vous éteignez la salle maintenant, vous avez un tremblement de terre, vous avez une petite lampe au front, et vous ne savez pas si votre famille est encore en vie ou non. Le monde s'écroule, c'est la fin du monde, et puis en même temps, on vous demande d'informer les pays pour voir s'il y a un problème. Donc ça, c'est ce qu'a été Fukushima pendant 10 jours, c'est la pagaille complète, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, il y a 30 000 personnes qui ont disparu, et je ne sais pas si ma femme, mon enfant, mon père, ma mère sont encore en vie. Donc il ne faut pas oublier ces conditions-là. On a tendance, nous, dans notre fauteuil, en regardant la télévision SCN, à dire « Mon Dieu, comme c'est terrible », mais pas se rendre compte vraiment de ce qui s'est passé sur place. Il y a un tas d'études qui sont faites aussi sur tout ce qui est nourriture, donc on sait à tout moment, et nous avons pu aller vérifier sur place par nos équipes, la manière dont c'est fait. Alors dire que tout a été fait dans l'idéal, non, parce que c'était le bordel complet, sur 20 km, 300 km de long et 20 km de large. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains villages qu'on a pu atteindre qu'après 3 semaines avec des bulldozers, parce que c'était impossible à atteindre avant. Alors est-ce qu'une centrale, ça peut exploser? Non, ce n'est pas comme une bombe. Et donc les explosions même qu'on va voir à Fukushima, ce ne sont pas des explosions du cœur. C'est simplement une libération d'hydrogène. Alors combien y aura-t-il de morts? Je n'aime pas de parler de ça parce qu'on donne l'impression que l'homme est réduit à des statistiques. Mais je sais que je vais vous étonner si je vais vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort à Fukushima, sauf 2 types durant le tremblement de terre qui ont été écrasés au sein de la centrale par des éléments de structure. En termes d'irradiation, pas que j'ai envie de revenir nécessairement à Mons la semaine prochaine, mais nous sommes occupés à terminer toutes nos études après 1 an et avec toutes les informations que nous avons sur toutes les doses. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui est entrée dans la centrale, et il y en a eu des centaines, il n'y en a aucun qui est en danger de mort ou qui ait eu un risque particulier de cancer plus accéléré que le cancer que nous aurons chacun de nous. Alors je sais que ça paraît provoquant, et pourtant c'est la situation. La situation aujourd'hui est que je peux me promener dans la centrale, à côté de la centrale de la même manière, voire dans des conditions plus safe que si je me promène à la Bourboule en France. Donc le taux de radioactivité à côté de la centrale est redevenu à des niveaux extrêmement bas. Alors ça ne veut pas dire pour ça, et donc ne me faites pas dire que je n'ai pas dit, Fukushima c'est un drame humain extraordinaire, invraisemblable. Si ça nous arrivait ici, je ne sais pas très bien ce qu'on ferait, et j'ai un profond respect, je vous l'ai dit, pour tous les Japonais qui ont travaillé, mais en termes de santé aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Le problème le plus important, c'est bien sûr, est-ce que les habitants pourront retourner vivre chez eux? Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que la manière dont le nuage s'est déplacé, c'est ce qu'on appelle du léopard. Vous avez des taches, par exemple, dans cette zone-là, où le taux de radioactivité est bien plus élevé que juste à côté. Et donc, actuellement, on a la possibilité, si vous voulez, assez rapidement, de tracer toute la radioactivité partout, et donc dans quelques mois, on pourra dire qui pourra revenir sur ce territoire ou non. En ce qui concerne l'eau de mer, globalement, il faut savoir que l'iode, notamment, a une durée de vie relativement courte. On ne va pas entrer dans les détails de ce qu'est la durée de vie, mais ça veut dire que cet élément radioactif ne pose plus trop de problèmes après quelques jours. Et dans le cas du césium, quelques années, en 30 ans, il a réduit de moitié sa toxicité. Alors, est-ce qu'il y a un danger à Tokyo? Ça, c'est ce qu'on a mesuré pendant une certaine période. Donc, il y a eu des pics, puisque Tokyo a été à un certain moment avec un certain nombre de radioisotopes qui se baladaient au-dessus de sa tête. Mais globalement, lorsque vous prenez l'avion, vous en aurez probablement plus. On ne va pas entrer dans les doses, puisque je crois que c'est l'aspect qui est développé par un des futurs orateurs. Mais il faut savoir que, de manière naturelle, nous avons des doses relativement, entre guillemets, importantes. Et d'autre part, avec l'évolution de la médecine, nous avons des doses de plus en plus importantes. Parce que quand vous allez faire un examen ou qu'on vous traite pour le cancer, évidemment, les doses sont importantes. C'est à tel point que pour entrer chez nous, par exemple, si quelqu'un a eu un examen cardiaque, eh bien, il doit nous prévenir parce que sinon, ça va faire bip bip à l'entrée. On va constater qu'il a un niveau de radiation, d'irradiation relativement important. Alors, je vais peut-être vous rappeler des choses que vous connaissez ou que vous ne savez pas. Quand on mesure le niveau de radioactivité, on constate qu'en 1965, enfin aux alentours de 65, il y a eu pas mal de choses qu'on a pu voir en mesurant dans notre ciel. Et puis ici, en 1986. Alors ça,
c'est l'ensemble des opérations militaires. Quand on a fait péter des bombes aux États-Unis, en Russie, eh bien, il y a encore des choses qui sont arrivées chez nous, au-dessus de notre tête. On l'a mesuré, mais on n'a pas trop dit de grand-chose. Et ça, c'est l'effet Tchernobyl. Vous voyez que même l'effet Tchernobyl est de loin inférieur dans des pays comme le nôtre aux explosions militaires qui ont été faites. Je ne vais pas parler de plutonium très longuement, mais savoir qu'il y a eu une grosse discussion, même chez nous, on se demandait pourquoi il y avait du plutonium à un certain moment, mais le plutonium n'a rien à voir, en tout cas, avec ce qui était prévu au départ, vu sa composition isotopique. Qu'est-ce qui coûtera le plus au Japon? Son économie. L'économie du Japon va très très mal, on ne sait pas très bien comment ils vont se relever, et il y a notamment le manque d'électricité. Donc quand certains aujourd'hui m'annoncent que ça ne pose pas de problème de vivre au Japon, je dis il vaut mieux ne pas être pauvre, il vaut mieux ne pas être vieux, et il vaut mieux ne pas vivre au 45e étage en été à Tokyo, parce que quand on vous dit on ne fait plus marcher la clim entre 8 heures du matin et 5 heures de l'après-midi, ça peut être assez difficile à supporter. Donc il faut savoir que les Japonais supportent des conditions de vie que probablement chez nous, nous ne serions pas capables de supporter plus d'une semaine. Alors pourquoi est-ce que nous sommes très différents des Japonais ? Et je vais oser vous donner le dernier exemple que j'ai eu et où j'ai vraiment eu la larme à l'œil. J'ai un ami qui s'appelle Tatsuo Shikama, qui est un grand professeur à l'université de Tohoku, qui lui-même a eu son laboratoire quand même assez secoué. Et nous avions une conférence à Bruxelles, à l'Académie, et Tatsuo était là. Et évidemment, les gens voulaient parler à un Japonais, voulaient lui demander qu'est-ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce qui se passe, comment allez-vous faire, etc. Puis il a donné ses explications techniques. Et puis il s'est incliné devant tout le monde, il y avait quand même 150 personnes, et il a dit « Et je vous demande pardon pour ce qui s'est passé ». Alors j'ai essayé d'imaginer, transposer ça dans notre culture. Vous êtes professeur d'université, vous n'avez rien à voir avec ce qui s'est passé, et au nom de votre peuple, devant 150 types qui sont venus écouter les malheurs d'un pays, à tort ou à raison, ce monsieur de 59 ans se plie en deux et s'excuse au nom du Japon. Je peux vous dire que ce sont des choses qui font un peu réfléchir. Tout ça pour dire que les Japonais ont une mythologie, une vue des choses qui est un peu différente de la nôtre, et c'est probablement ce qui les sauve. Et donc, en terminant sur Fukushima, et avec les nombreuses questions qui restent probablement en mémoire chez vous, mais sachez que nous travaillons beaucoup sur ces aspects-là et que nous donnerons pas mal de conférences quand on nous le demandera, eh bien, moi j'ai le plus grand respect pour tous ceux qui sont entrés dans ces centrales dans des conditions invraisemblables. J'ai le plus profond respect même pour ceux qui se sont trompés, qui n'ont pas toujours pris les bonnes mesures, parce qu'il est plus facile évidemment de critiquer que d'être sur place dans des conditions assez difficiles. Et le seul espoir que j'ai, c'est que le Japon est un pays qui ne s'arrête jamais. Quand on a mis les pieds au Japon, on n'en revient jamais de la même manière que lorsqu'on a pris l'avion pour partir. C'est un pays où tout est possible. Ce n'est sûrement pas la culture à laquelle j'adhère le plus, mais ça, c'est ce qu'on a trouvé quelques jours après le séisme et le tsunami. Ça, ce sont les photos d'il y a quelques jours. Et de la même manière, vous verrez à différents endroits quel désastre c'était il y a quelques mois maintenant, ou voire un an, et ce que c'est devenu aujourd'hui. Ça, c'est le Japon, avec une énergie invraisemblable. Ces gens vont reconstruire progressivement après une période qui a été extrêmement difficile pour eux. Et voilà l'image que vous connaissez le plus de Fukushima, qui n'a rien à voir évidemment avec la centrale nucléaire qui a explosé, mais simplement la désolation d'une jeune fille au milieu des ruines. Et voilà, non pas la même jeune fille, mais la jeune fille de demain ou la maman de demain avec son petit garçon. Je vous remercie de votre attention, j'étais un peu long, j'ai tenté d'être complet et j'attends vos questions. Voilà, alors qui ouvre le bal? Les questions, Claude? Revenons sur Fukushima, puisqu'on vient à peine de le quitter. Est-ce que l'erreur, finalement, de Fukushima, c'était pas de construire une centrale si près de la mer? Pour des raisons peut-être économiques, parce que c'est peut-être plus facile de refroidir à l'eau de mer que de refroidir avec des grandes tours. Mais est-ce que c'était pas ça le problème? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, vous voyez que la concentration de réacteurs est quand même un peu grande. Et ça nous fait réfléchir aujourd'hui. Mais je dois vous avouer qu'on n'y pensait pas jusqu'à présent. Donc on trouve évidemment plus sympathique de mettre les réacteurs les uns à côté des autres, parce qu'il y a un tas, on utilise moins de kilomètres carrés, etc. Deux,
La mer ou une rivière, oui, le Japon, il n'a pas trop le choix. Ou bien vous êtes dans des zones dans le nord qui sont extrêmement désertiques. Et bon, ils ont installé une de centrales là-bas, mais ça veut dire aussi que vous devez tirer le courant et des lignes à travers des montagnes, etc. C'est pas si évident. Puis pour y vivre, moi, j'étais qu'une fois, je peux vous dire qu'il faut vraiment du courage. Hein. Quand on se plaint ici qu'il fait froid ou qu'il y a du vent, il faut aller 2 jours là-bas pour s'en rendre compte. Donc il y a plusieurs erreurs, évidemment. La grosse erreur ou l'erreur fondamentale, c'est mettre des générateurs diesel à une hauteur où la mer peut arriver. Alors je sais que ça vous paraît aberrant, mais je veux dire, il faut avoir vu les images du tsunami pour se rendre compte des hauteurs qu'on atteint. Et donc on ne parle que du nucléaire, mais il y a des raffineries qui ont été inondées, il y a des trucs qui ont brûlé pendant des semaines. Mais évidemment, on n'en a pas parlé. Et je ne suis pas là pour faire des comparaisons, mais pour dire que dans toute l'industrie, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Mais le mettre à côté de la mer, vu le type de centrale, ça a l'intérêt quand même d'un refroidissement assez aisé, d'autant plus que l'océan, là, il est... Je veux dire, ça s'agite, hein, c'est pas la mer calme. L'autre erreur qui est claire et que les Japonais reconnaissent, c'est qu'il n'y a pas une indépendance suffisante entre le gouvernement, les autorités de sûreté, etc. Et ça, je crois que tous les Japonais le reconnaissent, mais c'est dans la philosophie du Japon, nous regardons ça aussi avec notre côté un peu plus rationnel, peut-être pour certaines choses, mais il faut savoir que tout ça est naturel là-bas. Il y a une espèce de collusion globale, alors que chez nous, bon, le politique, la surveillance, l'exploitant, c'est quand même pas des grands copains en général, hein. Ce sont des gens qui... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais aussi, les Japonais, pour le moment, ils souffrent beaucoup du manque d'électricité. D'un autre côté, ils ont peut-être, après Fukushima, ils vont peut-être un peu réfléchir. C'est quoi leur projet à long terme avec le nucléaire? On a déjà une idée? C'est extrêmement difficile à dire, parce que le gouvernement a changé. Le Premier ministre de l'époque, non seulement est disparu, mais il a vraiment encaissé physiquement, il est out. Le nouveau Premier ministre dit il ne faut rien exclure. Ils ont relancé tout ce qui était possible en gaz, en charbon, etc. Mais les conditions de vie sont toujours très difficiles. Et ça implique que, par exemple, l'industrie, il y a des industries qui ne tournent que le week-end, qui ne tournent que la nuit ou des choses pareilles. Donc, le Japon a réorganisé complètement en 1 an son fonctionnement de société pour tenter d'utiliser au mieux l'électricité. Mais ça demande une flexibilité des gens, moi que je trouve inimaginable. Ici, vous ne pourriez pas faire ça. Mais il n'y a pas de plan à long terme encore aujourd'hui. Donc la population est tellement choquée qu'aujourd'hui elle veut sortir du nucléaire. Mais bon, le nucléaire au Japon, c'est quand même entre 28 et 35%, et ils n'ont rien, hein. Ils sont comme nous, ils n'ont pas d'autre source d'énergie que ce qu'ils importent, et c'est une île en plus. Hein. Quelqu'un désire poser une autre question? C'était beaucoup peut-être. Hein. Vous devez me dire, parce que peut-être que je dois changer mon fusil d'épaule, mais ne pas parler d'énergie, je ne voulais pas, et ne parler que de Fukushima, je n'avais pas envie non plus, donc voilà. Peut-être en attendant que les questions viennent, moi j'en ai une par rapport au stress test. Donc vous en avez dit un mot pendant l'exposé, mais qu'est-ce qu'on va tester? On va évidemment prendre la centrale, on ne va pas la prendre et la secouer, voir ce qui va se passer. Comment on peut simuler en fait un problème majeur? Mais donc il y a des choses qu'on ne regardait pas avant et que maintenant on va regarder. Alors c'est ce qu'on appelle déterminisme. Donc auparavant, tout ce qu'on faisait c'était basé sur des calculs de probabilité, c'est ce que j'ai appelé le PSA, enfin ce que dans la littérature on appelle le PSA. Maintenant il y a des choses déterministes. Alors ce sont des choses aussi simples que même nous à Mol, on est quand même loin de la mer, donc avant qu'un tsunami n'arrive là, enfin je sais pas, mais quand on remonte à des milliers d'années, il n'y a pas de traces en tout cas. Mais donc, même les cours d'eau, on est obligé de regarder si, par infiltration, il ne serait pas possible d'imaginer que, etc. Donc, ce sont vraiment des études basées sur des phénomènes naturels en général, mais dans des conditions extrêmes dont jusqu'à présent on n'avait pas tenu compte. C'est la base, je dirais, de tout ce qui est stress test. Mais de fait, on n'agite pas la centrale pour voir si elle résiste. Mais vous pouvez calculer, par exemple, une résistance de béton à un pont, s'il y a des ingénieurs dans la salle, ou des physiciens, vous pouvez calculer que la résistance du pont soit 3 fois supérieure à la charge normale qu'on attend de lui, etc. Donc si on met des coefficients de sécurité encore plus importants, le risque est plus faible. Vous pouvez consulter tout ce qui est stress test et voir ce qui est fait, ce qui est dit sur le site de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, donc AFCN. Si vous tapez AFCN, vous trouverez. Et là, vous aurez la liste des choses qui sont testées, à la fois pour les centrales et à la fois pour nous, comme centre de recherche, puisque nous avons aussi des réacteurs. Okay. Une autre question, Claude? Les autres, vous pouvez aussi. Hein. Oui, il y a beaucoup de systèmes de sécurité dans les centrales pour éviter les accidents. C'est évidemment ce qu'on cherche
à faire le mieux. Mais est-ce que le plus gros problème du nucléaire, moi je ne pense pas que ce sont les déchets. Je pense que c'est la difficulté à intervenir en cas d'accident. Parce qu'évidemment, quand vous avez affaire, quand l'impensable arrive et vous avez une fusion du cœur qui se produit, eh bien c'est difficile d'approcher et d'aller travailler sur le cœur pour aller manipuler les matériaux très très radioactifs. On manque de technologie. Est-ce que c'est pas ça un peu le plus gros problème du nucléaire? Oui. Dans l'EPR notamment, c'est ce qu'on appelle les cendriers. Donc auparavant, on se préoccupait peu. On a toujours fait des études de fusion de cœur, des études théoriques, etc., notamment en France. Enfin en France, mais en collaboration avec la Belgique notamment. Mais on est resté à des niveaux théoriques en se disant toujours, ouais, bon, il y a eu TMI aux États-Unis en 1979. Bon. La seule sécurité nucléaire qu'on ne pourra jamais apporter, c'est d'isoler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne contrôle plus les opérations, on ferme tout, on ferme les portes du cinéma et ça reste là. Et puis, bon, avec le temps, les choses vont disparaître. Je ne pense pas qu'on arrivera à faire mieux que ça. Maintenant, lorsqu'il y a fonte du cœur, comme à Fukushima, pour certains réacteurs, le problème, c'est que le problème ou l'avantage, vous avez encore une couche de 3 mètres de béton en dessous, mais personne ne peut dire si ce corium, donc si cette masse infâme de tout le cœur qui a fondu, va passer à travers tout ou non. Probablement que non, mais ça veut dire qu'avant de pouvoir intervenir, vous avez raison, sur ce corium, il va falloir encore du temps. Donc, à ma connaissance et d'après tout ce que les gens racontent en sécurité, le seul moyen de mettre une sécurité en centrale, c'est la fermer, garder une différence de pression et puis la surveiller et c'est tout. Et évidemment, tous les systèmes de refroidissement qui doivent continuer. Donc là, on fait énormément d'efforts pour avoir des redondances et des systèmes dans tous les sens, aussi de mesures de radioactivité qui n'étaient pas possibles dans les centrales japonaises. Donc là, c'est une des grandes choses qu'on leur a reprochées. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des types qui ont dû aller encore dans les salles de contrôle pour essayer de gérer tout ça, sans électricité, sans rien. Donc il faut imaginer ce que c'était, quoi. Mais donc il y a eu des erreurs à Fukushima, oui. Qu'on ne fasse jamais d'erreur, nous, non. Mais je pense quand même que toutes nos procédures de sûreté, bon, on peut espérer que ça n'arrivera jamais. Oui, oui. Un instant. Ici en Europe, quelles sont les centrales qui sont, du point de vue sécurité, les plus critiques? Enfin, on parle de Fessenheim, il y a des centrales qui sont au bord de la mer en France, du côté de Bordeaux, et qui sont plus sujettes, en cas de raz-de-marée, elles ne sont pas suffisamment en hauteur. Est-ce qu'on a déjà une idée des zones qui sont les plus délicates? Je ne me prononcerai pas. Je vais d'abord me prononcer sur la technologie. Je crois que des réacteurs de type RBMK, la communauté européenne a investi des milliards là-dedans pour éviter évidemment que l'erreur humaine, etc. Donc on a automatisé des systèmes et on ne peut plus faire n'importe quoi. Mais il reste encore pas mal de RBMK à l'Est. Bon, donc c'est quand même toujours une source de préoccupation. Maintenant, en ce qui concerne la position des centrales, je sais qu'il y a eu le Blayais, qu'il y a eu des discussions sur toutes ces centrales-là. Fessenheim, c'est devenu un problème politico-politique, selon moi, quand je lis les rapports de l'ASN, de l'Agence de sécurité nucléaire en France. Qui suis-je pour me prononcer, celles qui sont le mieux mises ou pas les mieux mises? Je crois que les stress tests tels qu'ils sont effectués en France et en fonction des règles de la communauté européenne vont amener à des travaux, et des travaux extrêmement importants. Donc ça veut dire qu'on va construire des digues et des choses pareilles pour protéger les centrales contre des marées ou un tsunami qui serait relativement important. Je pense qu'à court terme, c'est la seule solution qui est vue. Maintenant, dans les calculs de probabilité, de risque d'accident, etc., je ne suis ni compétent, je ne vais pas vous dire que j'ai étudié les 58 centrales en France pour savoir ce qui se passe. De fait, il y en a 2 ou 3 pour lesquels on considère que le niveau de stress test implique qu'il y a probablement des améliorations à faire. Mais j'en ai visité quand même beaucoup. Je n'ai quand même pas une peur viscérale et fondamentale au point de dire il faut les fermer, quoi. Une autre question? Oui, je prends le relais, j'en ai encore une. On parle beaucoup de démanteler les centrales en disant il faut les arrêter à tel moment, etc. Mais concrètement, si on décide d'arrêter un réacteur, ça se passe comment? On sait comment ça se passe, on doit inventer comment ça se passe. Combien de temps ça prend pour démonter? Les morceaux qui restent, est-ce qu'ils sont encore fort dangereux? Comment ça se passe? En 2 mots. Donc on est au stade où on commence à démanteler des centrales. Alors nous, au niveau centre de recherche de MOL, on a commencé un programme de démantèlement test financé par la communauté européenne sur un petit réacteur. Donc l'objectif est
centre de recherche, c'est ça. C'est avec un laboratoire qui est vrai, puisque c'est un vrai réacteur, ma petite taille, c'est de tester toutes les méthodes possibles et imaginables. Donc il y a plusieurs règles. La première, c'est qu'on doit éviter que tout élément radioactif ne sorte de son milieu. C'est la première chose. Donc il faut faire très attention aux éléments combustibles, etc. La deuxième chose, tout ce qui a été contaminé par la radioactivité, c'est surtout dans le primaire, c'est-à-dire la zone qui est la plus proche du cœur. Et là, on a étudié toutes les techniques de découpe, etc. La troisième chose, c'est le béton qui est contaminé, c'est-à-dire l'enceinte du réacteur dans lequel le cœur se trouvait, si vous voulez. Il y a une partie du béton qui est contaminée, et là, on va le gratter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contamination. Alors, tous ces déchets, suivant évidemment leur niveau de radioactivité, on va les stocker dans des containers de types différents, les découper, etc. Certains vont repartir de manière naturelle, je dirais comme du béton concassé pour mettre en dessous des routes. Donc ça, c'est au niveau prototype. 20 ans de travail, 20 ans de démantèlement pour tester toutes les choses possibles et imaginables. Maintenant, dans l'ensemble des pays, il y a deux optiques. Il y a l'optique du camping dans les 15 ans et l'optique du camping dans 45 ou 50 ans. Je veux dire par là, ou bien on attend, puisque la radioactivité a comme avantage qu'elle baisse au cours du temps, et donc comme il y a certains éléments radioactifs qui sont un peu plus ennuyeux que d'autres, on met la centrale sous cocon, on met quelques gardiens, et puis on attend, pendant 20 ou 30 ans. Ça avait été décidé par exemple en Angleterre, puis maintenant ils sont revenus sur leur position en disant tiens, on démantèlerait bien un peu plus vite. Les techniques de démantèlement vont rester à la base les mêmes, puisque c'est toujours démanteler le primaire, et puis le secondaire, et puis le béton, etc. Et puis il y a tous les éléments qui ne sont pas du tout radioactifs. Mais la vitesse à laquelle on le fait peut différer. Et ça, c'est une question de coût, une question de choix. Parce que vous avez un coût de maintenance pendant les 30 ans, si votre réacteur est arrêté et qu'il n'y a personne qui y travaille, vous devez quand même le surveiller, et vous avez toujours les instruments qui doivent fonctionner. Ou bien vous démantelez beaucoup plus vite, et ça veut dire dans les 10 ans qui suivent la fin de la centrale. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucun pays qui a dit nous on ne fait que comme ça ou comme ça, mais on n'est qu'au début du démantèlement. Maintenant les techniques sont connues, la chose qui est encore méconnue suivant la puissance des réacteurs, c'est le coût total. Parce que là ça dépend de la manière dont des techniques que vous utilisez, de la quantité de déchets que vous produisez ou non. Ok, merci. Quelqu'un désire intervenir? N'hésitez pas. Hein. Il y a une lèvre à la sortie, on peut avoir des questions aussi autour d'un verre. Oui, peut-être juste une petite question. J'avais entendu, il me semble, à la télévision qu'il y avait des recherches qui avaient été faites en Belgique au niveau des déchets, où on avait trouvé de nouvelles techniques pour diminuer fortement la toxicité des déchets, qui passaient de plusieurs... de très nombreuses années à quelques centaines d'années seulement. Il me semble que j'avais entendu ça. Donc, quand on parle de 4e génération, notamment, c'est de cela qu'on parle. Donc, Georges Van Gouthem, je pense que c'est lui qui vient toujours, en principe, parlera de ça. Mais donc, de manière schématique, qu'est-ce qu'on fait? On va transmuter. C'est-à-dire qu'on va s'arranger pour que les matières radioactives les plus ennuyeuses et qui ont une durée de vie très longue, eh bien on va les transformer dans des matières qui ont des durées de vie plus courtes. C'est ce qu'on appelle la transmutation. Alors, de fait, quand je vous ai parlé de Mira, je vous ai juste dit un petit moment, mais c'est peut-être le moment où vous avez perdu votre attention, ce que je peux comprendre après plus d'une heure de m'entendre causer. En fait, le projet Mira, c'est ça. C'est de prouver qu'il est non seulement théoriquement possible, parce que ça on le sait sur papier, on peut prouver sur papier que c'est possible, mais de montrer à un stade prototype qu'on peut transformer les déchets de radiotoxicité importante et de longue durée de vie en durée de vie plus courte. Alors quand on dit durée de vie plus courte, c'est à l'échelle de nos années nucléaires. Hein. Donc on parle de passer de quelques milliers d'années à 300 ans. Mais 300 ans, on estime, comme pour les déchets de basse activité, c'est 300 ans qui est prévu pour revenir à un niveau de radioactivité naturelle, on estime que c'est tout à fait gérable au niveau humain. Et quand on parle de milliers d'années, essayons de nous imaginer, nous retourner 2000 ans en arrière, avec en jupe, en sandales, en Grèce, 2000 ans, 3000 ans, pour nous, c'est déjà beaucoup. Donc, les recherches se font, les recherches coûtent énormément. Et le problème maintenant est d'attirer tous les pays, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire 50 projets au monde. Je vous ai dit que le coût de Mira, dont un des objectifs est de prouver ça, c'est 1 milliard d'euros pour la construction.
Donc c'est pas rien. Maintenant, par rapport au kilowattheure, c'est peanuts. Donc j'essaie de convaincre les électriciens du monde entier qu'ils doivent mettre de l'argent là-dedans parce qu'on résout une partie du problème nucléaire. Ça n'empêche qu'il y aura toujours un solde de déchets, mais qui est infime en quantité et en radiotoxicité qu'il faudra stocker. On ne peut pas aller jusqu'au bout, si vous voulez, de la chaîne et qu'il n'y ait plus du tout de déchets de plus de 300 ans. Mais les quantités seraient très faibles. Encore une question? Oui, monsieur. On parle de sortir du nucléaire ici en Belgique. Est-ce que c'est le cas partout dans tous les pays du monde? Est-ce qu'il y a des pays qui continuent à construire des nouvelles centrales? Tu as parlé effectivement de génération, de la 4e génération et autres. Pourquoi est-ce que dans nos pays, chez nous, alors qu'on sait quand même qu'au niveau des énergies renouvelables, on n'est sans doute pas encore autonome à ce niveau-là, ou sans doute dans quelques années, mais ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce qu'on va faire d'ici quelques années si effectivement les centrales sont démantelées? Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça? Et est-ce que les autres pays, en tout cas, réagissent comme nous par rapport à cette puissance-là? Donc avant Fukushima, on parlait de renaissance du nucléaire, c'est-à-dire qu'on avait oublié Tchernobyl, plus personne n'avait trop peur, et donc dans tous les pays du monde, il y avait des projets. Après Fukushima, il y a un ralentissement dans un certain nombre de pays. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 440 réacteurs à peu près, il y en a bien un qui ferme ou qui est pendant un an arrêté pour de l'entretien, mais en gros, il y a 440 réacteurs qui tournent dans le monde, et il y en a 43 en construction. 2 en Europe, tout le reste c'est un peu plus à l'est si vous voyez ce que je veux dire, donc principalement en Asie et en Inde et en Russie. La Russie, l'Inde, la Chine continueront le nucléaire, peut-être avec un peu moins de projets, peut-être en retardant un peu à certains endroits, mais ils continueront. Je veux dire, leurs problèmes énergétiques sont à une telle échelle que ce sont des pays qui avancent, et quand on a mis les pieds là, on a compris que par la porte ou par la fenêtre, on peut raconter n'importe quoi, mais eux, ils avancent. Je ne me prononce pas si c'est bien, c'est pas bien, je constate simplement. L'Europe, la Belgique, elle hésite depuis 10 ans, mais la Belgique, c'est le pays du surréalisme, donc avant de prendre une décision, pour le nucléaire, c'est la même chose. Un mot sur la loi de 2003, elle dit sortie du nucléaire, mais à l'article 9, il est dit que le roi peut décider en cas de problème d'approvisionnement, etc. Donc, on a encore libellé ça de telle manière que personne ne s'y retrouve. Les électriciens ont peur, plus personne ne veut investir, les politiciens, certains rient et d'autres pleurent, enfin bon, donc c'est surréaliste, ça va encore continuer. Mais pour l'exploitant, qui doit fermer en 2015, il doit savoir aujourd'hui. 2 pays caractéristiques en Europe, l'Allemagne, arrêt du nucléaire, aujourd'hui total, c'est-à-dire que Merkel a décidé qu'on arrêtait tout. Moi, je pense que dans 4 ans, ça va être un revirement, mais bon, c'est purement personnel. Et l'Angleterre vole le pétrole, 16 réacteurs dans les 15 prochaines années. Voilà les 2 exemples extrêmes de l'Europe. Dans le reste du monde, c'est-à-dire les pays tels que la Pologne, la Slovaquie, etc., ils veulent continuer à construire des centrales et ils continueront à le faire. Donc c'est principalement, je dirais, en Europe de l'Ouest qu'il y a de grandes questions. Quelqu'un désire encore poser une question ou faire une remarque? Un instant, comme on enregistre, le micro est important. Est-ce qu'en Belgique, on n'a pas décidé quand même qu'il y avait une étude en cours et que la décision finale ne serait prise que 6 mois après la formation du gouvernement? Alors, j'ai posé la question à M. Watley, qui est mon ministre de tutelle et par ailleurs le ministre de l'Énergie, pour lui demander, il y a déjà eu la commission X, il y a eu la commission Ampère, il y a eu la commission 2030, puis il y a eu un peer review, donc une assemblée internationale qui est venue voir si nos calculs étaient bons. Et puis maintenant, le ministre va écrire lui-même le papier. Donc il va, avant juillet, c'est ce qui est prévu, et ça devrait passer au Parlement, il va décider du plan d'équipement énergétique et électrique. Voilà. Le problème que je vois, c'est principalement qu'on crée des commissions. Par définition, les gens des commissions ne sont pas nécessairement les plus débiles du monde. On arrive à des conclusions. Les conclusions, elles disent, avec 55% d'électricité nucléaire, on peut réduire un peu, mais si on veut respecter le CO2, l'approvisionnement énergétique, l'indépendance, etc., on est un peu dans la quadrature du cercle. Et chaque fois, après, au niveau politique, les partis, entre guillemets, on va les citer, je veux dire, le CDNV, le VLD, ayant attrapé des baffes aux dernières élections, un peu peur du NVA, donc ne se prononce plus sur rien. Le SPA est tout à fait contre, ça c'est l'image, et Groen aussi, ça c'est l'image dans le Nord. Alors dans le Sud, il y a le PS qui n'aime pas trop ça. Di Rupo m'avait dit il y a 15 ans déjà, quand je parle du nucléaire, je perds 500 voix à chaque fois.
Bon, donc ça n'a peut-être pas changé depuis qu'il est Premier ministre. Et au sud, vous avez le CDH qui est pour, en disant, bon, on ne va pas avoir le choix, le MR qui dit oui aussi, et les écolos qui sont contre. Ça, c'est le picture. Alors quand on fait un gouvernement, je donne un peu pour la pension, je donne un peu pour ça, et donc au niveau énergétique, on reste toujours avec la même difficulté d'avoir un accord sur un plan d'équipement de l'avenir. Voilà, ok. Alors, toute dernière question, et puis on arrête là, on pourrait y passer la nuit. J'ai vu il n'y a pas longtemps une émission sur l'après Tchernobyl, et les gens se posaient la question de savoir qu'est devenu le matériau radioactif qu'il y avait dans le cœur, avec des rumeurs un peu folles disant que le matériau n'y était plus. Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement du cœur des réacteurs de Tchernobyl qui est... Le cœur du réacteur, il est toujours là. On va remettre un sarcophage au-dessus et il y a des gens qui le surveillent. Et pour 500 €, vous pouvez aller visiter Tchernobyl, mais vous ne verrez pas le cœur, simplement parce que le taux de radioactivité est encore trop élevé. Mais le cœur est toujours là. Ok, donc il n'y a pas eu de problème de matière qui se serait enfoncée dans le sol ou des choses comme ça? Le drame de Tchernobyl, c'est que, je n'oserais plus parler d'unité, mais les millions de curies qui sont baladés, c'est une explosion, c'est le graphite qui a pris feu, donc le modérateur qui a pris feu. Et donc, ça c'est le principal problème, parce que alors vous dispersez tout, ça monte, avec la chaleur, ça monte à 15-20 km de haut, et donc ça part un peu partout. Fukushima, c'est pas du tout la même chose, c'est une des raisons pour lesquelles, on va pas s'amuser avec les courbes, mais si on regardait les courbes de Fukushima et en dehors du Japon, ce qui est arrivé, ce sont des facteurs 100 fois ou voire 1000 fois inférieurs à Tchernobyl, parce que ce sont deux types d'accidents différents. Dans un cas, il y a une explosion avec une élévation de tous les radioisotopes et de tout ce qui est possible et imaginable ou à peu près, donc un taux énorme de poussière radioactive, tandis que Fukushima, ce n'est pas le cas. Okay. Merci beaucoup. Merci pour cette belle soirée. Et donc rendez-vous dans une semaine pour la suite des exposés. Donc on va aborder le problème des déchets. Merci beaucoup, bonne soirée à tous, toutes et à tous. Merci à vous.